Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et bonjour à tous, bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour à tous les automobilistes, puisque comme ça on met les garçons et les filles. Et bonjour à Dame Laurence qui est avec moi. Bah oui, et bien bonjour aussi à ceux qui sont sur la route. Vous êtes très nombreux évidemment, c'est pour ça que je disais les automobilistes, parce qu'il y en a qui partent en vacances. Les chanceux. Quoique nous on a de la chance d'être là aussi. Oui. En fait, si on voit les choses quand même, on a de la chance. On est bien, quoi. On a de la chance parce qu'en plus le programme va être très sympathique. Un petit mot quand même, juste pour les départs en vacances. Soyez prudents, il y a encore eu un très gros accident de voiture. Excusez-moi si je vous casse un peu le moral. Sur la 9, vous êtes nombreux, prenez le temps. Si vous êtes fatigué, vous vous arrêtez, prenez un quart d'heure, 20 minutes, mais on vous veut vivant. Alors, Autoroute FM, oui. 11h03. Au programme de notre rendez-vous, on va effectivement vous donner la parole au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, mais on va surtout faire un bilan du fameux contrôle technique. Alors, contrôle technique 2022, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais, et pourtant le parc auto vieillit d'année en année. On n'arrête pas de nous parler de ZFE pour interdire aux voitures de circuler, aux plus vieilles voitures de circuler, et en fait ça n'a aucun impact sur les achats parce que les gens n'ont pas les moyens de changer de voiture, et donc le parc auto d'année en année vieillit un peu plus. Il a dépassé les 11 ans. On verra quelles sont les pannes les plus fréquentes. On parlera également, alors je pense que ça va beaucoup vous faire réagir, des villes les plus embouteillées de France. Ah bah oui, alors on parle pas de vin là, pour le coup, on n'est pas du côté de Bordeaux. C'est l'index TomTom avec chaque année, on imagine le trio de tête. Alors parfois Marseille. Les places, non, on en parlait tout à l'heure juste avant l'émission, ça commence par un P, ça finit par un S. Ah c'est bizarre, bonjour. Et le maire commence par un H et se termine par un Go, et pourtant on n'y go pas du tout. Voilà, donc on verra ça. Très bien. L'essai de la semaine, ça sera la Dacia Jogger hybride. Alors c'est une mini révolution pour Dacia, parce que c'est la première hybride de Dacia, et puis surtout c'est un véhicule qui est positionné en termes de prix très au-dessus des modèles habituellement commercialisés par la marque roumaine. Le Dacia Jogger qui a été élu la voiture de l'année au trophée de l'Argus, et puisqu'on parle des trophées de l'Argus qui ont lieu mardi soir, on recevra la personnalité de l'année. Voilà, exactement, on recevra la personnalité de l'année qui a été élu, c'est Luciano Biondo. Biondo, directeur général de Renault Electricity. Il nous expliquera ce que c'est que Renault Electricity. En fait, c'est un pôle de compétences. Il y a des usines qui vont construire des modèles électriques. Et juste pour vous rafraîchir la mémoire, avant que l'Argus ait élu le Dacia Jogger voiture de l'année, on l'avait nous-mêmes élu au mois de décembre. Exactement. Voilà. By Jean-Luc Moreau. Exactement. Tiens donc, où ça? Sur Sud Radio. Et dans quoi? Dans l'émission On parle auto. Parce qu'on est toujours, effectivement, on a toujours un coup d'avance. Ouais, nous on est comme ça. Tiens, on va aussi avoir le bonheur de parler classique car avec la voiture de collection la plus vendue en France. On ne dit rien pour l'instant. Ouais, qui pour ses... Alors, je dis pas quel âge elle a, sinon vous allez trouver. Au musée de... à partir de la semaine prochaine, il y aura une expo. Donc ça fait, et puis, et vous êtes toujours nos auditeurs de l'année, nos auditeurs de la journée. Déjà bienvenue évidemment à tous ceux qui nous rejoignent sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà fort nombreux, et vous n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 pour poser vos questions en direct à l'ami Jean-Luc, puisque vous avez votre place, ou vous nous écrivez à je participe @sudradio.fr en mettant On parle auto et vos coordonnées complètes évidemment dans l'objet pour On parle auto, et vos coordonnées complètes dans le corps de votre mail. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et nous accueillons tout de suite Laurent Palmier, qui est PDG du réseau Sécuritest Group SGS, leader du contrôle technique en France. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Juste avant d'aborder les résultats du contrôle technique, j'ai vu Google avait élu, alors on va dire le groupe, parce que les 2 premières enseignes en termes de contrôle technique, c'est chez vous, comme les meilleures enseignes. Voilà. Et il le sait peut-être même pas, Laurence. Non, je ne sais pas. Mais formidable, Laurent, formidable. génial, le scoop. Voilà. Donc c'est les meilleures notes en fait.
Vous savez que c'est les internautes qui votent. Moi, chaque fois que je vais quelque part, Google me demande un avis, donc je le note. On est sûr que c'est des gens qui vont chez vous. Et autosécurité, Sécuritest, voilà, s'en sort extrêmement bien. Donc, bravo Laurent Palmier, vous avez bien fait de vous lever ce matin et d'être avec nous sur Sud Radio. Merci à tous les deux. Il est vrai que beaucoup de gens prennent rendez-vous en ligne. On frôle les 1 500 000 rendez-vous en ligne. Non, mais là, Laurent, c'est les gens qui physiquement se déplacent, puisque en fait, on est tous géolocalisés. Google, c'est exactement ce qu'on fait, à quel moment on le fait. Et donc, quand on va dans un centre de contrôle technique, ils nous demandent après, est-ce que vous avez été bien accueilli? Est-ce que le service a été à la hauteur de vos exigences, etc. etc. C'est les avis qu'on se très bien. Voilà. Bon, alors, et puis, il y a de quoi en avoir des avis, parce que l'année dernière, il y a eu 21 246 547 véhicules qui ont été contrôlés au contrôle technique. Alors, sécurité, ça représente quoi déjà en termes de volume? En fait, même le groupe SGS, c'est quoi en termes de volume par rapport à ces 25 millions de contrôles, 20 millions de contrôles? On a un peu plus de 31% du marché français. Il y a près de 2000 centres de contrôle. Donc c'est significatif. Mais ça veut dire, Jean-Luc, que 21 millions, c'est la moitié du parc français qui a eu un contrôle technique en 2022. Puisqu'on est à peu près à 40 millions de véhicules. Oui, c'est même peut-être un petit peu plus, parce que l'âge moyen des véhicules contrôlés, c'est quoi, Laurent? Alors l'âge moyen en 2022, c'est un interrogatoire ce matin. C'est une interro. C'est 12,5 années en 2022. Puisque tout à l'heure j'ai entendu qu'on franchissait le cap des 11 ans, mais en réalité le cap des 11 ans d'âge moyen, on l'a franchi en 2013. On était à 11,2. Oui, mais ça c'est pour les véhicules contrôlés. Si on parle de l'ensemble du parc de véhicules, il est un tout petit peu plus récent que les véhicules qui sont contrôlés, parce qu'on est d'accord, un véhicule il passe au contrôle technique à 4 ans révolu, il passe pas quand il est neuf. Quoique ça pourrait être rigolo pour la pollution de passer des véhicules neufs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Quels ont été le taux de défaut cette année, le taux de contre-visite par rapport aux années précédentes, c'est mieux ou moins bien? Il y a très peu d'évolution. On est à 19,01, il était à 19,47 en 2021. Donc vous voyez que c'est toujours à peu près identique. D'accord. Les défauts les plus couramment constatés, c'est quoi? Alors ça c'est important parce que ce sont essentiellement des éléments liés aux essieux, aux roues, aux pneumatiques, aux éléments de suspension. Donc il y a 10% des points de contre-visite qui sont liés à ces éléments-là. Et puis après vous retrouvez toujours les éléments d'éclairage, d'orientation de feu de croisement, de sources lumineuses défectueuses. Ça représente près de 9% des anomalies rencontrées. Et Jean-Luc, on retrouve près de 7% des anomalies qui sont liées au contrôle de l'opacité. La pollution, alors l'opacité, c'est la pollution des diesels. Et on nous avait annoncé, avec le renforcement du contrôle technique, c'était quoi, il y a 2 ans, c'est ça? On nous avait annoncé une véritable hécatombe, c'est pas le cas en fait. Alors on est passé de près de 2% à près de 7% quand même. Donc il y a eu un renforcement du contrôle qui était plutôt bienvenu d'ailleurs, qui est cohérent. Oui, mais c'est pas une explosion non plus. Non, mais est-ce que c'est suffisant? C'est ça la question, parce que aujourd'hui en France, on mesure alors l'opacité des fumées. Pour vous la faire courte, c'est si on avait des machines à vapeur, on mesurerait la même chose. C'est pas très adapté aux véhicules modernes de mesurer l'opacité des fumées. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de mesurer vraiment la pollution des voitures, et celles qui polluent peu, leur accorder un droit de circuler, y compris dans les ZFE, et celles qui polluent trop parce que mal entretenues, leur interdire de circuler ou les inciter à faire des travaux sur les voitures. Est-ce que ça pourrait être fait par le contrôle technique? C'est ça ma question. En fait, les ZFE telles qu'elles ont été mises en œuvre dans certaines villes aujourd'hui, c'est pour le monde du contrôle technique un non-sens. C'est faire abstraction du fait que les véhicules soient contrôlés tous les 2 ans, et que notre métier à nous, c'est de contrôler d'une la sécurité et de deux les nuisances. Et j'ai l'habitude de dire que les particules ne sachant pas lire, elles ne s'arrêtent pas au panneau des agglomérations. Et donc finalement, vouloir sortir les véhicules potentiellement les plus polluants des villes pour les emmener à la campagne, vous voyez bien que ça ne résout pas le problème de la pollution en général.
Oui, donc ça n'a aucun sens. Ouais, et puis on voit bien aussi que on n'arrive pas à inciter juste par des mesures comme ça coercitives les gens à changer de véhicule. S'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens. Et puis on a beau leur donner des aides, vous pourrez jamais acheter un véhicule neuf. Des aides pour les ZFE. Ouais, pardon. Non, mais si vous gagnez 1 200 € par mois, vous ne pourrez pas acheter une voiture neuve avec toutes les aides du monde. C'est pas possible. Laurent Palmier, vous qui êtes PDG du réseau Sécuritest groupe SGS et leader du contrôle technique en France. Contrôle technique en France. Est-ce qu'on sait quels sont les défauts les plus souvent constatés sur nos voitures? Et ça, on l'a dit, Laurence, mais les défauts critiques. Parce que, oui, critiques, voilà. C'est ça. Les défauts qui vous empêchent de rouler le lendemain. Voilà, parce qu'il y en a quand même. Alors ça, c'est hyper important. Merci. Excellente question. Pourquoi? Parce que ça représente 0,74% des défaillances. Alors dit comme ça... Ça paraît pas beaucoup. Ça paraît très faible, mais vous l'avez évoqué tous les deux tout à l'heure. On parle de 21 millions de contrôles par an. On en a même un petit peu plus, parce que lorsqu'on agrège toutes les opérations de contrôle, que ce soit les visites complémentaires pollution pour les diesels... Oui, mais concrètement, Laurent, excusez-moi de vous couper, c'est quoi ces problèmes critiques? Parce qu'il nous reste 1 minute. Essentiellement liés aux éléments pneumatiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 150 000 voitures qui roulent en permanence et qui se mettent en danger et qui mettent les autres en danger. Oui, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Est-ce que réellement c'est respecté? Est-ce que ceux qui sont en défaut critique font réparer tout de suite ou continuent à rouler? Ils font réparer souvent en 2 temps, parce qu'il y a une vision économique que vous avez évoquée. Beaucoup. Ils font réparer les éléments qui sont en défaillance critique. Ils repassent nous voir et il leur reste 2 mois pour régler le problème sur le reste des points. Mais c'est vrai que c'est avant tout une histoire économique. Moi, évidemment. J'ai viens de faire un devis parce qu'il faut changer mes pneus avant, j'en ai pour 350 €. Enfin, tout le monde ne peut pas, c'est dingue. Change les pneus avant, mais on met les pneus neufs à l'arrière. Oui. Bien sûr. Et on peut faire une géométrie. De toute façon, quand vous le faites faire par normalement un professionnel, il vous le fait automatiquement. Non. Ah bon? Non. Ah, moi, ils l'ont toujours fait automatiquement. Oui, mais ils sont bien, mais il y en a plein qui font pas ça. Oh, donc on le demande. Exactement. Bien, messieurs. Merci beaucoup, Laurent Palmier. Merci, Laurent. Merci à vous. PDG du réseau Sécuritest du groupe SGS, qui était avec nous ce matin sur Sud Radio dans On Parle Auto, leader du contrôle technique en France. Allez, dans quelques instants, on vous retrouve avec votre question en direct 0826 300 300 et ou que vous nous avez écrit par mail à jeparticipe@sudradio.fr. Et juste après, nous allons faire l'essai de la Dacia Jogger hybride. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci d'être toujours aussi nombreux à être avec nous également sur la page Facebook de Sud Radio où Stéphane nous a rejoint. Il y a aussi Adil qui est avec nous. Enfin, vous êtes toujours nombreux. Il y a une communauté sur cette page Facebook de Sud Radio pour l'émission On parle auto et les autres où vous échangez entre vous. Ça fait toujours plaisir, surtout qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance et ça aussi, c'est très agréable. C'est très agréable. Un jour, je vais apprendre à parler français. C'est agréable. J'ai fait un peu vite. 0826 300 300 également pour poser vos questions ou par internet sur le mail jeparticipe@sudradio.fr. C'est une question d'ailleurs, Jean-Luc, qui nous est arrivée ainsi sur. C'est Martin qui a demandé. Martin. Il a dit Laurence a une plus belle voix que moi et moi j'ai un peu peur de poser ma question. Donc j'ai dit je vous prête. Voilà, je vous prête ma voix. Martin pose la question suivante sur Sud Radio dans On parle auto. Pouvez-vous faire un point sur les hybrides Toyota qui ne démarrent plus après 3 semaines d'immobilisation? J'ai 2 cas dans mon entourage. Ouais, ce que j'ai répondu à Martin, j'ai dit vous avez 2 cas plus 2 autres cas puisque moi je suis dans le même cas. C'est la maladie en fait des hybrides Toyota, c'est que vous avez une toute petite batterie de service 12 volts, vous avez la batterie de traction puis une toute petite batterie 12 volts et cette petite batterie quand vous laissez la voiture trop longtemps sans rouler avec les portes fermées et si vous avez un système d'alarme qui est d'origine sur la plupart des véhicules d'ailleurs, il va consommer de l'énergie et vous revenez 3 semaines ou 1 mois après et vous voulez ouvrir les portes et ça s'ouvre pas parce qu'il n'y a plus de batterie 12 volts. Alors puisqu'on parle de batterie, nous on a notre professionnel qui est avec nous pour répondre à tout ça, c'est Abel Santirso. Bonjour Abel. Bonjour Abel. Bonjour directeur bonjour vente Europe de CETEC, leader des chargeurs de batterie. Ouais, alors vous qui faites des chargeurs de batterie, cette problématique-là, vous devez l'entendre remonter assez fréquemment. Oui, et pas seulement chez Toyota, chez quasiment tout le monde aujourd'hui, pas seulement dans les hybrides, tous les véhicules modernes actuels souffrent vraiment à court terme d'un problème batterie quand il n'y a pas d'utilisation. Et on insiste toujours sur la maintenance à cause de ça. Alors comment on peut faire pour ça ?
Maintenir, c'est-à-dire quand on n'utilise pas le véhicule sur une durée qui excède déjà la semaine, c'est songer à pouvoir le brancher sur un chargeur et à le laisser. On n'a pas forcément une prise dans la rue qui est disponible. Chez CETEC, on a tout. On a notre CS Free qui permet aussi de faire de la charge et du maintien de charge sur un accu déporté et qui permet à ce moment-là, même si on a un box sans prise, de pouvoir quand même maintenir et charger. Bon, alors comment on branche, parce qu'on ne va pas débrancher la batterie pour brancher le chargeur, comment on branche ces fameux chargeurs pour ne pas endommager l'électronique de bord? Parce que ça fait toujours un peu peur. Alors déjà, tiens, avant de dire comment on branche ces fameux chargeurs, les boosters pour démarrer, bonne idée, mauvaise idée? Non. Je fais le buzzer. Le nom, il a été d'une franchise et d'une force. Je fais le buzzer à moi tout seul. Alors, les boosters, c'est une très mauvaise idée aujourd'hui. À part des boosters adaptés, comme par exemple sur le CS Free, qui sont des boosters qui travaillent sur une durée de 15 minutes. Parce que les boosters en eux-mêmes, ce sont des réserves d'énergie qui ont vraiment tendance à créer des surtensions. Et sur les véhicules modernes qui sont bardés d'électronique, ils n'aiment pas du tout ça. Ils ne sont pas du tout habitués à recevoir les volts dont ils n'ont pas l'habitude de recevoir, et donc vous avez des pannes en série, vous avez des problèmes qui existent. Les calculateurs n'aiment pas. J'ai comme exemple, si je peux citer la marque, c'est Land Rover Defender dernière génération. Le coup de booster, c'est généralement le calculateur de direction assistée qui prend et qu'il faut changer. Et ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Ah bah super. C'est pas. On a tous ça. Bah oui, c'est ça. Alors le problème justement de ce véhicule-là, c'est que quand on le laisse pendant un certain temps sans l'utiliser, la batterie se vide. Et fatalement, après ça, on se dit je dois démarrer absolument. On a tendance à prendre la solution de facilité qui est un booster traditionnel. Et là, on risque beaucoup plus de problèmes que de solutions. On peut prendre des câbles et puis se brancher sur une autre voiture. C'est le même problème qu'avec un booster. Même buzzer. C'est pas bon. Faut pas le faire non plus. Donc quand on est en panne, quoi, en fait. Non, on a un CS Free dans la boîte à gants et on redémarre tranquillement après 15 minutes. Un quoi? Un CS Free, c'est le chargeur avec batterie intégrée, là. D'accord. Mais il faut 15 minutes pour partir. Donc si je suis à la bourre pour partir, c'est mon rendez-vous. Est-ce que le mieux, parce que c'est quoi? C'est quand on laisse la voiture immobilisée trop longtemps. Est-ce que le mieux, quand on sait qu'on va pas s'en servir, la démarrer de temps en temps suffit ou pas du tout? Alors, encore une fois, non, je suis désolé, mais juste démarrer, on l'a vu pendant les confinements, quand vous démarrez votre véhicule comme ça, vous allez en fait pomper dans la batterie pour ne pas suffisamment la recharger, parce que pour recharger une batterie via l'alternateur, il va vous falloir un minimum de entre 50 et 100 km, un régime suffisant que pour donner une charge suffisante à la batterie. Et puis c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est une mauvaise idée aussi. Bon, mais j'en ai plein des comme ça. C'est une mauvaise idée également parce que vous n'allez pas faire chauffer le moteur, donc pas faire chauffer l'huile. Vous n'allez pas évaporer l'humidité qu'il y a dans le moteur. Et donc vous allez créer un petit peu partout de l'humidité. Vous allez créer des acides qui vont ronger l'échappement. Enfin bref, c'est une très mauvaise idée de juste démarrer et couper un petit peu plus tard. Quitte à démarrer, il faut rouler un peu. Il faut rouler pour faire chauffer le moteur. Combien de temps à peu près minimum? Il faut, on va dire, on va parler en kilomètres plutôt, il faut une dizaine de kilomètres minimum. D'accord. Bon, ça c'est pour ceux qui peuvent faire rouler. Maintenant, on ne peut pas faire rouler, on a un problème du coup. Vous achetez un chargeur. Alors, si vous avez une prise dans le garage, on est d'accord, on peut le laisser brancher tout le temps, le fameux chargeur. Bien sûr. Moi, je dis toujours 364 jours par an parce que le dernier jour, roulez quand même au moins un jour avec votre voiture. Donc ça, c'est une chose importante. Je voudrais ajouter... Abel, excusez-moi, Abel Santirso, vous qui êtes directeur vente Europe de CETEC, spécialisé dans les chargeurs de batterie et leader. Si je laisse brancher tout le temps, avec le prix de l'électricité aujourd'hui, vous n'allez pas vous faire des copains. Merci, donc c'est bien de le préciser. En maintenance de charge, l'avantage qu'il y a, et c'est la différence que l'on fait aussi avec nos confrères néanmoins amis et concurrents, c'est que les chargeurs... J'ai dit qu'on parlait vrai sur Sud Radio. Je parle vrai. Avec les chargeurs de merde qui viennent de Chine, je l'ai dit, voilà. Bon, allez. En fait, on a le niveau de consommation en mode maintenance est ridiculement bas. Mais ridiculement bas, on est en dessous de l'euro par mois. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vous permettre de laisser un chargeur CETEC branché sans aucun problème et sans risque d'avoir votre facture qui explose. J'ai une super question de Stéphane, le co-animateur sur la page Facebook de Sud Radio, qui nous dit « Moi, je veux un chargeur autonome qui n'a pas de fil assez grand pour brancher le chargeur. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça existe ?» J'ai pas compris ça. Un chargeur autonome sans fil, en fait. C'est ce qu'on vient d'évoquer. Le CS Free, un chargeur qu'on n'a pas besoin de brancher sur la voiture, sur la prise de courant. Sur la prise. Et voilà. C'est un boîtier avec 2 fils qui sortent. Ok. C'est ça.
Voilà. Avec 2 pinces. Je voudrais rajouter, si vous me le permettez, je vais prendre une seconde parce que j'ai écouté votre intervenant précédent qui parlait du contrôle technique et c'était vraiment très intéressant. Je voudrais rajouter simplement que lorsque votre batterie est complètement chargée avant d'arriver au contrôle technique, votre véhicule fonctionne mieux. Oui, ça on est d'accord, il va polluer même un peu moins aussi. Exactement, on a découvert en fait beaucoup de problèmes avec des batteries déchargées qui interviennent sur les systèmes justement anti-pollution, sur des vannes EGR, sur beaucoup de problèmes parce que la batterie en fait n'a plus la tension suffisante que pour alimenter convenablement les circuits. Donc c'est aussi une piste pour passer un contrôle technique d'une façon plus sereine. Génial, merci de l'astuce. On en reparlera parce qu'il y a des histoires de câbles, de trucs, de machin. Et puis Abel, moi j'ai chargé ma batterie de Lexus hier et je pensais qu'elle était bien parce que je m'en sers souvent. En fait, non, elle était presque à plat complètement. Super, top. Voilà, plein d'astuces également dans cette émission, dans cette émission avec une animatrice qui va parler correctement la France. Non, mais ça, faut pas se moquer d'Abel qui a un petit accent. Non, c'est moi. Moche. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'était pas le cas. C'est que j'ai ma langue qui a fourché. Merci Abel Santirso. Merci Abel. Avec grand plaisir et toujours prêt à aider les auditeurs. Et un grand bisou à tous nos amis belges, directeur des ventes Europe de CETEC. Allez, à suivre, ce sera l'essai de la semaine. On parlera évidemment du super jogger hybride et on vous donne la parole juste après 0826 300 300. Rejoignez-nous maintenant. Il y a Jordan qui vous attend au standard de Sud Radio. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et nous allons prendre le volant autant également avec la vidéo complète de l'essai de monsieur Jean-Luc Moreau sur Sud Radio, sur la page YouTube de Sud Radio, tout autant qu'avec de très très beaux extraits qui vont apparaître dès maintenant sur la page Facebook de Sud Radio. Et c'est l'essai de la semaine, le Dacia Jogger hybride, Jean-Luc. Exactement, un véhicule qui aurait pu paraître totalement incongru dans la gamme Dacia il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il vaut près de 25 000 € et que c'est la motorisation la plus évoluée de Renault qu'on retrouve sous le capot. Et souvenez-vous du discours de Dacia, c'est on n'aura que des choses simples. Bon bah là, donc première Dacia hybride de l'histoire, le modèle le plus cher de la gamme et aussi l'hybride, il faut quand même le dire, le moins cher de sa catégorie. Alors, le Jogger, c'est quoi ? C'est un break familial. C'est l'avant de la Sandero sur lequel on a greffé l'arrière d'un break Volvo. Voilà, comme ça, vous comprenez tout de suite. 4,55 m de long, pratiquement pas de changement pour cette version hybride à l'extérieur, si ce n'est le logo hybride indiqué à l'arrière. Ce qui change, c'est ce qu'il y a sous le capot, avec une mécanique hybride qu'on trouve sous le capot des Clio, des Captur ou des Arcana. C'est un moteur 4 cylindres essence 1,6 litre, 90 chevaux, un moteur électrique de 50 chevaux et un démarreur générateur, le tout réuni par une boîte de vitesse multimodale à crabot sans embrayage. C'est un petit peu compliqué à expliquer comment ça marche, mais dans le fonctionnement, c'est très simple puisque on ne se rend compte de presque rien. Puissance totale 140 chevaux, on verra que ça donne pas des ailes à la voiture, mais c'est bien pour rouler en toute sérénité. Le coffre reste gigantesque sur cette voiture, 712 litres, parce que la batterie, c'est 1,2 kWh, c'est une petite batterie, n'empiète pas sur la taille du coffre, elle est placée sous le plancher, comme sur la version GPL, le réservoir de GPL est sous le plancher, voilà, c'est la même chose. Elle occupe l'emplacement de la roue de secours. Ici, on avait une version 7 places, avec 2 sièges arrière dépliés, il reste quand même 160 litres, donc c'est vraiment un espace très généreux. D'ailleurs, les places arrière aussi sont vastes, elles peuvent accueillir 3 adultes sans problème. À l'avant, la présentation a légèrement évolué. Alors, on conserve, ça j'aime bien, hein. Il y a un bandeau en tissu sur la planche de bord. Alors pourquoi c'est bien ? Parce que ça fait cossu, tout en étant pas cher à fabriquer, ça c'est bien. Alors on a un équipement qui est un peu plus riche que sur les versions thermiques, avec un écran 8 pouces tactile pour l'info divertissement, et puis des compteurs numériques. Alors attention, quand je vous dis compteurs numériques, c'est pas la guerre des étoiles, hein. C'est des compteurs numériques très simples qui sont derrière le volant, ça permet d'afficher quand même, par exemple, le fonctionnement du système hybride. Un petit bémol, c'est que si la qualité de présentation et de finition est correcte, ça serait parfait pour une voiture à 17 000 €. Maintenant, pour une voiture à 25 000 €, on est en droit d'attendre des plastiques un petit peu mieux que ça. Et je pense que c'est un des points qui coincera. Bon, l'équipement, sinon, comprend l'essentiel. On a la climatisation automatique, les vitres électriques, réglage en hauteur et en profondeur du volant. La grosse nouveauté, c'est surtout la boîte automatique qui faisait défaut sur le Jogger. Alors cette voiture,
Elle est, je vous l'ai dit, très agréable à conduire. Elle fait preuve d'une grande douceur, malgré des suspensions qui sont un peu plus fermes que sur les versions thermiques. Pourquoi ? Parce que la voiture est plus lourde, mais elle reste confortable. On démarre systématiquement sur le moteur électrique avec un couple de 205 Nm disponible immédiatement. Donc c'est plutôt... alors c'est pas... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une voiture de course, mais ça démarre bien. On peut faire des courtes distances en mode 100% électrique. Dacia dit même 80% du temps en ville, j'ai pas pu vérifier. Et puis tant qu'on roule souple, on ne sent pas les transitions entre les différents modes. Si on accélère plus franchement, le moteur à essence, en revanche, devient bruyant. C'est étonnant parce que sur les modèles Renault, on n'avait pas cette sensation, sans doute parce que l'insonorisation est un peu plus faible sur cette Dacia. Parfois, en plus, le régime du moteur thermique est décorrélé de l'accélération. Vous savez, c'est la fameuse sensation de patinage que j'appelle l'effet mobilette chez Toyota. On l'a légèrement là, alors qu'on a des vitesses. C'est pas extrêmement désagréable, surtout on le ressent pas quand on roule normalement. Les performances sont honnêtes, on a quand même 140 chevaux, on fait 0 à 100 en 10 secondes, et puis je vous le disais tout à l'heure, la voiture est un peu plus lourde, 1425 kg avec des réglages de suspension qui sont proches des modèles thermiques plus légers. On a donc un comportement qui est un peu moins bon, avec un sous-virage qui est plus marqué, mais rien de catastrophique. Le plus intéressant, c'est la consommation, parce que pendant cet essai, j'ai consommé 4,6 litres au 100. C'est pas beaucoup. J'ai roulé vraiment gentiment. On était au Portugal sur des routes pas très embouteillées. Quoique l'embouteillage, ça lui fait pas peur. C'est justement l'avantage. Si dans un usage un peu plus sévère, on serait aux alentours de 5 litres au 100. C'est moitié moins que la version GPL. Donc c'est intéressant. Mais le bémol, c'est que ce modèle démarre à 24 600 €. C'est 5 000 € de plus que la version GPL. Ça vous titille, ça. Alors, vous avez la boîte automatique quand même, c'est un petit peu mieux équipé. Mais c'est vrai que c'est cher. Est-ce que la clientèle habituelle de Dacia suivra ? Alors, la voiture, oui, elle est agréable maintenant. Son principal défaut, c'est qu'elle est chère. Mais c'est une familiale quand même. C'est une familiale. On peut avoir jusqu'à 7 places. Moi, je la trouve pas si chère que ça. Non, c'est la moins chère. C'est ce que j'ai dit au début. Si on la compare aux autres véhicules de sa catégorie, tous les autres véhicules hybrides sont beaucoup plus chers. Bon, mais en tout cas, je la trouve bien. Et puis, on rappelle quand même que c'est nos amis de Dacia qui ont gagné le Grand Prix, le trophée de l'Argus de la voiture de l'année avec la Dacia Jogger. Motorisation classique, mais que bravo à ce sujet. Et d'ailleurs, le directeur des ventes de Dacia sera là jeudi dans Les Vraies Voix, c'est ça? Ah, c'est très bien, très bonne idée. Et puisqu'on parle des trophées de l'Argus, il y a une nouveauté cette année avec la personnalité de l'année qu'on aura en avant-première sur l'équipe et l'antenne de Sud Radio. Il s'agit de Monsieur Made in France électrique de Renault, Luciano Biondo, qui est dans les Hauts-de-France et qui nous expliquera un petit peu tout ce qui se passe du côté de cette belle région, côté voiture. Allez, tout de suite, vos questions, 0826 300 300. Nous vous accueillons maintenant. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et tout de suite, nous vous accueillons puisque vous avez fait le 0826 300 300. C'est Eric qui rejoint l'antenne de Sud Radio. Salut Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour à tous. Bienvenue dans On parle auto. Vous habitez où ? Sur la région parisienne, dans le Val d'Oise. D'accord, 99.9 pour écouter Sud Radio en Ile-de-France. On vous écoute, Eric. Moi, vous êtes en train de parler du Dacia Jogger et moi, je roule depuis juin avec un Dacia Jogger Eco-G, donc gaz et essence. J'ai pas eu de soucis jusqu'au 1er décembre et après, c'était la catastrophe, quoi. Ah, alors déjà, avant de parler des soucis, la voiture, vous l'avez trouvée comment ? Alors moi personnellement, avant j'avais un Dacia MCV, d'accord. Et voilà, donc je l'ai gardé 5 ans sans souci. Et puis donc j'ai dit celui-là il me plaisait bien, je dis je vais le prendre. Donc elle est jolie la voiture. Moi j'en suis très content. J'ai pris l'extrême plus. J'en étais très content. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre ça un peu. Voilà. Au passé. Voilà, au passé. Donc en fait, je pense que c'est un rapport qualité-prix. C'est un véhicule qui est plutôt intéressant. D'accord. Après c'est vrai que au niveau de la sonorisation, on n'est pas dans une limousine, quoi, non plus. Quand on arrive sur l'autoroute et qu'on roule un petit peu, ça fait quand même un petit peu de bruit. Mais ça, faut voir ça par rapport au prix et par rapport à la qualité. On va pas non plus. Bon, par contre, après, à partir du 1er décembre, ça s'est gâté, quoi. Donc vous avez eu une première panne. Ça s'est gâté.
Voilà, j'ai eu une première panne dans l'est de la France où c'est que j'ai voulu rentrer avec mon kit main libre, comme je faisais tous les jours, la voiture ne s'est pas ouverte. Et donc là, elle s'est mise en sécurité avec un message anti-vol à contrôler une première fois. Donc la voiture est restée, départ avec dépanneuse et voiture de location pour remonter à Paris. 3 jours après, ils me rappellent, ils me disent tout est réglé, je récupère ma voiture, je remonte dans le Val d'Oise, le lendemain, repars, même tarif. Anti-vol à contrôler, voiture plateau, revoiture de location, et puis voilà. Est-ce que vous avez pensé à faire appel à des voleurs? Parce qu'eux, ils arrivent à résoudre ces problèmes. Ils éliminent les... Jean-Luc Moreau. Moi, c'est dans l'autre sens. Moi, c'est à moi, mais je peux pas démarrer. Donc, voilà. Donc là, par contre, elle a été ramenée au garage où je l'avais acheté dans le 95. Donc, le gars, au bout d'une quinzaine de jours, m'a gentiment dit on trouve rien. D'accord. Il est où le garage? À Person, dans le Val d'Oise. D'accord, ok. On les embrasse. Voilà. Bon, après les mecs, voilà quoi. Je vais pas ils ont pas pour grand chose non plus dans le sens où ils trouvent pas. Donc ils m'ont quand même eu la gentillesse de me dire quand ils me l'ont rendu, on a un problème. Renault nous a dit de rebooter le système, tout ça. Votre voiture de toute façon elle redémarre toute seule au bout de 2-3 jours. Donc je lui ai dit oui, mais je vais retomber en panne. Ils m'ont dit Bah oui. Et vous êtes retombé en panne? Et 15 jours après, le 17 janvier, je suis retombé en panne dans le 93 à Bobigny parce que je travaille de nuit à 5h du matin. Donc la voiture, revoiture de location, replateau. Là maintenant, elle est à Renault Pantin depuis le 17 janvier. Et ils m'ont appelé une première fois il y a une quinzaine de jours pour me dire que ils trouvaient pas. Mais ils avaient ouvert un ticket constructeur, je sais pas quoi, comme ils appellent ça. Et puis, a priori, mercredi, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient peut-être trouvé, parce qu'ils se sont servis de la voiture, et eux-mêmes sont tombés en panne. Voilà, donc toujours au même tarif, plus d'électricité, plus rien, anti-vol à contrôler. Donc ils auraient peut-être trouvé, mais c'est au conditionnel. Donc depuis le 17 janvier, j'ai toujours pas mon véhicule. Alors ce qu'il faut faire, Eric, déjà, première chose, vous avez la loi de votre côté, ils ont une obligation de résultat. Peu importe les moyens qu'ils vont mettre, même détacher un ingénieur, même vous changer la moitié de la voiture, ils doivent vous rendre une voiture en état de marche. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, comme votre véhicule est quand même récent et que vous avez un préjudice à chaque fois, une voiture. Alors, est-ce qu'ils vous prêtent une voiture déjà? Oui. Par contre, ils vous prêtent une voiture. Franchement, j'ai rien à dire. Très bien. Très bien. J'allais dire, ils doivent vous fournir un véhicule de remplacement. Mais non, là, c'est top. Voilà. Bon, écoutez, alors, ce qu'on va faire, Eric, parce que là, on va pas régler le problème maintenant, c'est que vous allez rester en contact avec moi. Et vous avez entendu, il y aura en plus un des patrons de Dacia qui sera invité jeudi soir. Dans les vraies voix. Ici, à 19h sur Sud Radio. Donc, on va faire un point d'étape avec vous pour savoir comment ça avance. S'ils ont vraiment trouvé la panne, tant mieux. Vous m'envoyez un petit message en me disant, ça y est, ça marche. Sinon, on met ça dans les mains du patron. Sinon, exactement, on mettra ça dans les mains du patron. Et vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints. Ça se débloquera assez rapidement. Bon, on fait comme ça. Le service client devait me téléphoner il y a une dizaine de jours suite à l'appel du garage de Pantin. Ils m'ont jamais appelé, je les ai appelés 2 fois. Ils me disent on vous rappelle demain, ils me rappellent pas, donc je sais pas. Bon, on fait le mieux, c'est de faire puisqu'on a la chance d'avoir le grand patron jeudi dans les locaux de Sud Radio. Jean-Luc va s'en occuper. Ok, écoutez, je vous remercie et puis je vous tiens au courant. Merci Eric. You're welcome. Allez, merci et bonne émission. On vous embrasse fort Eric et puis on reste en contact évidemment. Allez, dans quelques instants, évidemment, juste après la pause, on continuera de parler peut-être de votre réalité tous les matins selon la ville où vous habitez ou tous les soirs ou tous les jours. Quelle est la ville la plus embouteillée de France ou quelles sont les villes les plus embouteillées de France? C'est à suivre dans On parle auto sur Sud Radio. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Dans quelle ville habitez-vous? Ou dans quelle ville êtes-vous obligé d'aller régulièrement pour aller travailler? Ou dans quelle ville allez-vous passer aujourd'hui pour votre départ en vacances et qui va être peut-être l'une des plus embouteillées de France? On en parle ce matin dans On parle auto sur Sud Radio. Quelles sont les villes les plus embouteillées de France? Et pour en parler, Jean-Luc, on accueille Vincent Martinier qui est directeur marketing de TomTom. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors, bonjour Vincent. Non mais chaque année TomTom analyse les données de circulation, anonymisées. Alors est-ce que c'est français anonymisé comme mot? Enfin, on va dire que c'est des données anonymes. En tous les cas, c'est une notion qui est très importante pour nous, puisque effectivement, c'est le principe même et le concept même chez TomTom de collecter les données.
c'est dans la condition qu'elle soit tout à fait anonyme. C'est d'accord, on n'a aucune data sur les gens qui répondent, c'est ça? C'est-à-dire si je vous demande où était Laurence la semaine dernière, vous ne pouvez pas me le dire. Je ne peux pas le savoir. Je sais qu'éventuellement, il y a un point qui est allé, qui s'est déplacé. Pourtant, Vincent... je comprends que vous ne vouliez pas dire où elle était. Hein. Bon, mais ça vous regarde. Donc, alors, avec ces données, vous évaluez le temps qu'on passe dans les embouteillages, dans les principales villes de l'Hexagone, c'est ça? Et même en Europe, hein? C'est même en Europe? Dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier. On suit plus de 400 villes dans le monde. Ah oui. Le principe, c'est qu'on a à peu près 600 millions de voitures qui aujourd'hui roulent avec un système connecté, que ce soit avec son téléphone, avec son système intégré dans sa voiture. Et tout ça nous remonte des données. On fournit la plupart des constructeurs automobiles dans le monde aujourd'hui. Et à partir de ces données qu'on collecte, on est capable d'avoir les vrais temps de parcours que les automobilistes utilisent tous les jours. Donc c'est à partir de ces données réelles qu'on est capable de savoir combien de temps il vous faut pour parcourir en moyenne 1 kilomètre dans toutes les villes du monde. Alors, avant de parler de la France, si vous le voulez bien, Vincent, est-ce qu'on a une idée de la ville la plus embouteillée du monde? Alors, il y a une nouvelle notion qu'on a introduite cette année sur notre trafic index chez TomTom, c'est la notion de temps de conduite. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne regardait que le temps perdu dans les embouteillages. Mais ça ne suffit pas en fait, parce que dans certaines villes, on va rouler plus ou moins vite en fonction de la configuration du réseau. Il y a certaines villes qui sont très bien équipées par un système de voies rapides et autres, et certaines autres qui n'ont pas. Et donc, par exemple, Tokyo ou le centre-ville, et nouveauté aussi, on a regardé les centres-villes. Un rayon de 5 km dans l'intérieur de la ville, à quelle vitesse on roulait. Ouais. Et là, on a fait un constat qui change un petit peu, parce que si on regarde vraiment les cœurs de ville, alors un rayon de 5 km pour vous donner une idée, pour la ville de Paris, c'est Paris dans son périphérique inclus. Pour Londres, ça va être le centre-ville de Londres. Et là, il s'avère qu'en fait, c'est Londres, dans la ville dans laquelle on roule le moins vite. Pas nécessairement à cause des bouchons, mais simplement la configuration du vieux Londres fait qu'on roule pas vite. D'accord. Et la ville la plus embouteillée de France? Alors, un indice, on vient d'en parler. Roulement de tambour, mais sans grande surprise. Sans grande surprise, évidemment. C'est à Paris. Alors, à nouveau, en regardant vraiment la ville de Paris. Parce que si on étend à la grande métropole et à l'Île-de-France, on roule finalement un peu mieux dans la région parisienne que dans la région marseillaise, par exemple. Mais si l'on focus effectivement, si on fait un point sur Paris dans son périphérique inclus, là c'est à Paris évidemment qu'on roule le moins vite. Alors pour vous donner une idée, pour parcourir 10 km, c'est-à-dire que finalement parcourir quasiment à vol d'oiseau d'est en ouest Paris, mais 10 km dans Paris, il vous faut en moyenne en 2022, d'après les données, il faut 26 minutes. Un peu plus de 26 minutes pour parcourir en moyenne, c'est-à-dire aussi bien compris le jour, la nuit, les week-ends, 26 minutes pour faire 10 km. Ouais, donc quand c'est aux heures de pointe, il faut 2 heures. Même plus que ça. Si on on n'en est pas là, heureusement. Ouais. Alors, pour faire 10 km dans Paris aux heures de pointe, il faut 34 minutes. Donc on roule à peine 17 km/h, périph' inclus. Je vais me faire l'avocat du diable. J'aime bien être l'avocat du diable, en fait. Vous mesurez sur 10 km. Alors j'entends les bobos parisiens qui vont dire ouais, mais 10 km, vous pouvez les faire avec un vélo assistance électrique. Ils oublient juste simplement que les gens qui vont faire 10 km dans Paris, ils ont peut-être fait 20 ou 30 km avant d'arriver dans Paris. Vous êtes intéressé à Paris, mais bon, juste en dehors, c'est pas terrible non plus. Si on arrêtait de critiquer et de penser pour les uns et pour les autres, et juste d'être un petit peu bienveillant. Non, mais moi, il y a un truc qui m'intéresse dans le classement des 10 villes, là, parce que en deux. Alors Bordeaux, parce que là ils ont gagné une place. C'est pareil, les travaux et toujours pareil quand on regarde dans un périmètre ou du moins dans un rayon de 5 km tracé dans le cœur de Bordeaux. On roule, il faut 22 minutes 40, je rappelle 26 minutes pour Paris, 22 minutes 40 pour faire ces 10 km. Alors, et ce sont des villes qui sont en travaux beaucoup. Oui, mais alors moi j'ai une autre explication. Bordeaux en 2, Lyon en 3, je les donne. Nantes en 4, Marseille en 5, Grenoble en 6, Montpellier en 7, Rouen en 8, Toulouse en 9, Nice en 10. Alors il vous échappera pas, et je vais mettre Bordeaux dans le tas, je vais mettre Paris dans le tas. Je vous sens arriver, je vais mettre Paris, Bordeaux, Nantes, Grenoble, Rouen. Enfin bon, il y a beaucoup de villes écolos avec des mairies écologistes qui sont les villes les plus embouteillées de France. Et on sait que la pollution, les embouteillages génèrent de la pollution. C'est pas un peu contre-productif ? Je vais vous reprendre un tout petit peu, Jean-Luc, sur ce point. C'est-à-dire que là, vous avez donné le classement des villes
embouteillé. Effectivement, c'est de ce dont on parle, hein, parce que il y a aussi un classement de temps de parcours, comme je le disais, mais là, on parle vraiment du temps qu'on va perdre dans les bouchons. Et là, on a fait toujours ce modèle. On parle de 10 km. Les gens qui vont sur le trafic index, il est accessible à tous. C'est-à-dire que tout le monde peut aller regarder combien de temps il va parcourir. Sur tomtom.com, on retrouve le trafic index. Et là, on voit son temps de parcours pour 10 km. Mais on a un petit rayonnage qui permet de changer 10 km, de passer à 20 ou à 5. Et là, on verra vraiment, en fonction de sa propre distance qu'on effectue tous les jours, les temps qu'on parcourt. Donc, les temps qu'on donne, c'est pour 10 km, pour se donner un exemple. Ouais. Et là, si on est sur Paris, effectivement, c'est 109 heures perdues à Paris tous les ans quand on fait son petit trajet de 10 km dans Paris. Et pour Nice, pour faire son parcours de 10 km, 53 heures, moitié moins de temps qu'à Paris. Vincent, juste pour conclure, parce qu'on est aussi depuis la Covid, et particulièrement depuis cette année, depuis un an ou deux, là, sur des villes qui ont beaucoup installé les pistes cyclables, qui ont donc réduit aussi la place de la voiture, ce qui explique aussi pourquoi on y roule moins vite. Hein. Et aujourd'hui, c'est un constat, c'est que finalement, on est passé au télétravail, on a des coûts de conduite qui ont explosé, on a également finalement par rapport au profil de consommation des voitures, parce qu'en connaissant leur vitesse pour chaque tronçon de route, on est capable d'établir des profils de consommation. Pour vous donner une idée, dans des villes comme Paris, rouler en diesel aujourd'hui, ça coûte 28% plus cher que l'année dernière. Oui. On dépense pour faire son... donc, malgré l'augmentation, l'explosion du prix de l'essence, malgré le télétravail, on roule toujours aussi mal. On aurait pu penser que les gens finalement allaient moins rouler, allaient utiliser un peu moins leur voiture. Non, on continue à utiliser sa voiture, mais probablement aussi que l'engorgement se fait, vous avez raison, parce qu'il y a une réduction aussi de la voies de circulation. Évidemment. Vincent, merci beaucoup. Merci Vincent, rendez-vous l'année prochaine, mais peut-être avant sur un autre sujet. Peut-être avant sur d'autres sujets. Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom pour la France. Et vous, si vous avez votre TomTom et que vous êtes actuellement sur les routes des vacances, profitez-en d'ailleurs et abusez de ce TomTom pour être prudent et trouver les bonnes routes. Allez, à suivre. D'ailleurs, on a une réaction sur Facebook où on nous dit que Paris devient le sketch de Raymond Devos. C'est un peu ça, sur le rond-point. Tout de suite, une de vos questions au 0826 300 300, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Tout de suite, on vous accueille. Salut Guy. Bonjour Laurence, la maîtresse des horloges. Comment allez-vous? Bonjour Guy. Ça va bien. Vous avez bien fait de dire maîtresse des horloges en collant les deux. Oui, parce que là, dites donc, vous appelez d'où, Guy? J'appelle de Valence-d'Agen dans le Tarn-et-Garonne. Ah, très bien. Il fait beau en plus en ce moment-là. Il fait très beau. Bon, profitez-en. On vous écoute. Mais écoutez, ma question, là, on s'est un peu raté avec Jean-Luc, mais après tout va bien maintenant. Ma question, c'était combien de temps une voiture ou une moto, ou peu importe, quelque chose avec des pneus, peut rester immobilisée dans un garage sans que les pneus soient esquintés? Alors, ça c'est une bonne question. Vous savez, c'est un peu comme combien de temps met le fût du canon pour refroidir le sketch de Fernand Reynaud. Je vais vous répondre, ça dépend. Ça dépend déjà du lieu de stockage. Est-ce qu'il y a des grosses chauffés, dans un garage avec pas trop d'amplitude thermique. Alors déjà, le conseil que j'ai déjà donné, mais je vais le répéter, si votre voiture doit rester ou votre moto doit rester immobilisée longtemps, vous commencez par surgonfler légèrement les pneus. Vous mettez 3 barres, ça n'abîme pas un pneumatique de le surgonfler légèrement. En revanche, comme il perd de la pression petit à petit, au moment où il va perdre de la pression, si le véhicule se déplace pas, ça va faire un plat. Alors, sur des pneus de bonne qualité, même si le pneu s'est un peu affaissé, quand on aura roulé, qu'on l'aura fait chauffer, il reprendra sa forme naturelle. Sur des pneus un peu plus bas de gamme, il est possible qu'on ait un phénomène, vous savez, ça fait un balourd sur le pneu et c'est pas agréable du tout. Donc la première chose, c'est ça, vous surgonflez légèrement le pneumatique. L'idéal, c'est même quand ils sont surgonflés, c'est de le déplacer un petit peu le véhicule. Il n'y a pas besoin de le déplacer loin. Hein. Vous lui faites faire 50 cm pour pas que ce soit toujours la même partie du pneu en contact avec le sol. Après, l'environnement, il fait pour beaucoup aussi, si vous êtes dans un garage,
pensez qu'un pneumatique qui va avoir les pieds qui trempent dans des hydrocarbures, par exemple, c'est beaucoup plus destructeur que de l'avoir sous-gonflé. Donc si votre garage il est sali, alors quand je dis des hydrocarbures, on a rarement des flaques d'huile, des flaques d'essence par terre, mais en revanche on peut avoir des petites gouttes d'huile, des flaques d'huile. Un pneumatique qui trempouille dans de l'huile, ça va dégrader le pneumatique. Quand vous dites légèrement surgonflé, par exemple, si je suis à 2... C'est 3 bars. Ok. 3 bars. Bon, je monte à 3. Si je suis à 2 ou à 2,4, voilà. Je monte à 3. Vous montez à 3 bars et au moment, évidemment, vous allez reprendre le véhicule, vous redescendez à la pression qui est préconisée par le constructeur. Ça, bon, il faut avoir, et vous allez me dire, mais si j'ai pas de manomètre, comment je fais? Bon, évidemment, faut avoir un manomètre. Si on n'a pas de manomètre à la maison, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Bon, quoi qu'ils vendent, vous savez, là, il y a des centres auto qui vendent des... Alors, à ne pas utiliser comme booster, mais par contre il y a une batterie dedans et il y a un petit compresseur. Vous pouvez gonfler vos pneus avec ça, c'est pratique au moins pour ça. Où ils vendent des petits compresseurs avec une batterie intégrée. Donc ça vaut le coup d'investir 20 ou 30 euros, enfin 20 ou 30 euros, plutôt 50 euros dans un appareil comme ça. Ah oui, j'ai un petit truc à main, je ne me rappelle plus de c'est Bosch, je crois, qui gonfle. Bon, après vous pouvez avoir une pompe à main avec un manomètre dessus, hein, ça marche pareil. Ça marche pareil. Alors en sachant que les pneus les pneus premium se dégonflent moins vite que les pneus bas de gamme. Parce qu'un pneu, c'est pas totalement étanche. L'air passe quand même à travers. Ça paraît bizarre quand je dis ça comme ça, mais c'est vrai. Donc un pneu de bonne qualité perdra moins de pression qu'un pneu de moins bonne qualité. Donc pensez quand même, si vous laissez la voiture ou la moto pendant 6 mois, avec votre téléphone, vous êtes en train de manger quoi? Vous trivez le papier là. Non, moi je fais rien. Il y a un drôle de son dans votre téléphone. Je me suis gratté la barbe, excusez-moi. Je me suis gratté la barbe. C'est énorme, pardon, excusez-moi. Voilà. Bon, alors si on avait Dominique Stemfeld avec nous, il dirait également attention parce que les pneus se dégradent dans un garage où il y a des champs électriques importants. Ça, on le sait pas, mais... Alors, c'est quoi un garage qui a des champs électriques importants? Je sais pas si vous avez, par exemple, juste à proximité de votre voiture qui est garée, si vous avez un adoucisseur d'eau, enfin un appareil électrique qui va consommer beaucoup d'électricité, ou ça peut être la chaudière, ou si vous avez une pompe à chaleur, ou des choses comme ça, voilà. Sans limite. Ouais, ça peut être un chauffe-eau, enfin tout ce qui peut avoir un champ électrique, un rayonnement important. Et ça abîme les pneus. Oui, enfin ça abîme, ça va pas les, dégrader du jour au lendemain, mais effectivement, il vaut mieux un garage presque sans l'électricité, au moins vous êtes tranquille. Bon, vous allez aller à la lanterne alors. Bon, voilà Guy, on a tout répondu. Ok, donc si la voiture reste 6 mois immobilisée, vous surgonflez. Autrement, il y a des cales qui existent. Vous savez, on achète les cales et puis on met une cale de chaque côté du pneu. Comme ça, le poids est réparti sur une plus grande surface. Mais ça oblige à soulever la voiture. C'est un peu embêtant. Bon, vous surgonflez alors. Bon, Guy, voilà, on vous souhaite un beau week-end. Vous aussi, merci Laurence, merci à vous deux, vous faites des super émissions. Merci Guy. C'est gentil, c'est grâce à vous et avec vous surtout. À suivre, ce sera le journal de midi, évidemment, et puis dans quelques instants, on parlera de pneus avec la rénovation des jantes à domicile. On vous a dégoté, on vous a trouvé avec l'ami Jean-Luc une petite société qui fait des choses assez extraordinaires et on voulait vous la présenter. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Toujours un bonheur de vous accompagner le samedi matin, 11h-13h. Nous voici arrivés donc dans la deuxième heure de On parle auto avec l'ami Jean-Luc. Une heure qui va nous permettre, entre autres, de découvrir la voiture de collection la plus vendue en France l'an passé. Et oui, elle va s'exposer au musée de à partir du 23 février, parce que si je vous le dis, évidemment, on révèle le secret, donc on va garder bien comment vous faites un le klaxon. Recommencez le klaxon. Ah oui, c'est avec il est petit, c'est une petite voiture. Ou alors le klaxon, il sait quoi, c'est quelque chose. Bon, du coup, on va parler de ça, mais on va pas parler de ça. On va mettre à l'honneur un homme qui a été, qui a reçu le trophée la personnalité de l'année. Exactement, on va parler de Renault Electricity. Alors, Electricity, c'est quoi? Ça s'écrit. C'est comme si on écrivait électrique plus loin City. C'est collé, hein. Donc on comprend, même si on parle pas anglais, que c'est la cité électrique Renault. Alors c'est pas que Renault va faire une ville avec l'électricité, parce que ça existe déjà. C'est juste qu'ils vont construire une ville pour construire des voitures électriques. Voilà, exactement. Et des gigafactories et tout ça. Et puis on aura aussi évidemment vos questions, vos réactions. 0826 300 300. Vous nous appelez dès maintenant. Il y a Jordan qui vous attend au standard de Sud Radio. D'ailleurs, on va commencer par cela avec
avec l'une d'entre vous qui nous a rejoint de Béziers, me semble-t-il, qui nous rejoint. Alors j'ai un petit doute sur le prénom. Bonjour. C'est Noël. C'est Noël. Bonjour Noël, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Maintenant, ça va. Bonjour Noël. Ce qui s'est passé, c'est que au mois de novembre, je crois que c'est le 22 novembre, quelque chose comme ça, j'ai fait réviser ma Twingo qui a 40 000 km. Ah, j'ai eu peur. Et donc autour de 40 000, je ne sais pas exactement. Et donc, elle est de quelle année? C'est la dernière génération de Twingo? Celle qui a le moteur, elle a le moteur devant ou derrière? Elle a le moteur derrière. D'accord, ok. Donc c'est la dernière. Donc je l'ai fait réviser. Et puis, au bout de quelques temps, je ne peux pas dire combien de temps, je trouvais qu'elle sentait le chaud et qu'elle était poussive. J'ai dit à mon mari, tu as mis le limiteur, arrête de me mettre le limiteur. Il me disait, non, je n'ai pas mis le limiteur. Le quoi? Attendez, le limiteur de vitesse. Ah, le limiteur, ok. Limiteur de vitesse. Et puis, exactement le 8 janvier, je le sais parce que je revenais d'un rendez-vous médical avec mon mari. C'était midi. Et sur la rocade, tout d'un coup, ma voiture est devenue poussive. J'ai dit à mon mari, elle ne veut plus avancer. Et donc, et ça sentait le chaud. Et donc, j'ai pu me garer. Oui. Alors, ma question, donc l'embrayage était perdu. D'accord, mais votre voiture, c'est une boîte mécanique ou une boîte robotisée que vous avez dessus? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'y connais rien. Vous avez une pédale d'embrayage ou pas sur la voiture? Oui, j'ai une pédale d'embrayage. D'accord, donc tout va bien. Voilà. Alors, donc j'ai eu la perte de ma vie. Ouais. D'ailleurs, à la suite de ça, je fais un psoriasis, écoutez-moi bien, au pied gauche. Ah bah oui, le pied de l'embrayage. Ah ouais, c'est dingue. C'est quand même curieux, ça. Hein. Alors bon, là, nous, on va pas faire une émission médicale, mais j'avoue, comme vous, ça me surprendrait. Ça me pose la question. Je continue pour pas vous faire perdre de temps. Donc, ma question, elle est celle-là. Est-ce qu'on aurait pu prévoir dans la révision que mon embrayage allait claquer? Est-ce que c'est normal au bout de 40 000 km? Alors, oui et non. Alors, non, on n'aurait pas pu, parce que malheureusement, il faut démonter l'embrayage pour voir si la garniture est usée. Donc, pour démonter l'embrayage, il faut démonter une partie du moteur sur certaines voitures. Donc là, en l'occurrence, dans la révision de votre véhicule, on ne pouvait pas se rendre compte que l'embrayage était usé. Après, votre voiture, elle a 40 000 km. Tout dépend de l'usage que vous en avez. Un embrayage, ça peut s'user même beaucoup plus vite que 40 000 km. Ah bon? Oui. Si par exemple, vous habitez dans une rue en pente et que vous démarrez à chaque fois, ou vous avez un parking et vous démarrez vous êtes garé dans la montée, vous démarrez systématiquement en faisant patiner l'embrayage. Votre embrayage, il ne durera pas 40 000 km. Hein. Mais non, j'ai jamais usé un embrayage. Mes voitures, je les ai emmenées à 200, 300 000 km. En étant garé dans une côte? Non. C'est-à-dire, on rentre la voiture au garage, c'est en pente. Ah, bah ok. Et quand vous démarrez à froid, vous faites patiner l'embrayage dans la montée. Donc 40 000 km, oui, voilà, c'est pas fait pour durer plus. C'est pas une usure prématurée, ça dépend de l'usage que vous avez du véhicule. Et malheureusement. Je conduis depuis 1960. Mais ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport avec Noël. ça. Non. Alors, du coup, elle fait quoi Noël? Moi, je suis garé. Moi, j'habite sur les coteaux et mon garage, la pente, elle est raide. Et il y a certains véhicules que j'ai en essai. Quand je démarre, et Dieu sait pourtant que j'essaye de faire attention, parfois ça sent l'embrayage quand j'arrive en haut. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est remplacer l'embrayage. C'est pas extrêmement onéreux sur une Twingo, mais c'est pas. C'est combien d'après vous? Avec la main-d'œuvre, à mon avis, vous en avez pour 300 €. J'en ai eu pour 1200 €. 1200 €. Ils vous l'ont facturé combien l'embrayage? Pas comme non, mais attendez, parce que je vous l'ai dit sur l'antenne, mais j'en ai eu pour 1100 et quelques, enfin des poussières, quoi, 1200 €. Ils vous l'ont facturé combien l'embrayage? Lui-même. C'est que je cherche ça me paraît complètement fou, quoi. Alors en même temps, sur la Twingo, la dernière, le moteur à l'arrière, là, il doit falloir descendre le moteur pour changer l'embrayage.
Donc ça fait forcément plus de temps. Je demande à mon mari de. Oui, Jean-Pierre, voilà, c'est Jean-Pierre. Cherchez la facture et puis ce qu'on va faire par contre, si vous le voulez bien, Noël, parce que malheureusement on va pas pouvoir rester pendant 20 minutes. On garde votre numéro de téléphone et puis on va. Je m'occupe de vous après. On va. Je vous remercie. Je reste au bout du fil. Je vous écoute. Voilà, pour nous écouter, restez au bout de la radio si vous le voulez bien. Noël, on garde votre numéro, on vous rappelle après l'émission pour mettre tout ça au point parce que ça nous paraît un peu énorme, sauf s'il y a eu d'autres choses de faites ou comme le dit l'ami Jean-Luc, parce qu'il faut déposer le moteur pour refaire l'embrayage, ça demande plus de temps. Sur la Twingo dernière, je sais pas. Et si on a un garagiste Renault, un spécialiste de chez Renault qui écoute l'émission et qui peut nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire c'est normal ou ce n'est pas normal, nous sommes preneurs sur Sud Radio, on parle vrai tous ensemble. Allez, Noël, bisous. À tout à l'heure. Et puis Jean-Pierre aussi, votre mari. Mais tout de suite, on va parler pneus. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. 1 200 €. Je suis un peu sur les genoux, là, pour mais pas ça dire. Me paraît un peu cher. Bon, oui, ça me paraît très cher. Allez, on va parler Jean Talu. Salut Jonathan Henzer, fondateur de Ormé Carrosserie. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors on a entendu parler de vous tous les deux, on a craqué avec Jean-Luc. On s'est dit là, il faut qu'on les rencontre, il faut on va parler de ce qu'ils font. Voilà, parce que c'est vrai que aujourd'hui, la grande majorité des voitures ont des jantes aluminium, les jantes en tôle avec des enjoliveurs. Il y en a plus beaucoup. Si les Dacia, voilà, il y en a qui ont des jantes. Pas forcément. Oui, pas forcément. On fait des jantes de Dacia, ça nous arrive régulièrement. Pour qu'elles soient plus jolies. Une jante alu, c'est beau, mais le problème, c'est que quand on se gare et qu'on s'approche un peu près du trottoir, ça fait mal. Et c'est pas beau. Et jusqu'à présent, alors il y a des sociétés, c'est pas tout nouveau, il y a des sociétés qui font de la rénovation de jantes, mais quand vous avez plusieurs jantes abîmées sur une voiture, s'il faut enlever les roues pour les porter, alors déjà vous risquez de vous faire arrêter par la police parce que on pensera que vous êtes en train de piquer les roues de la voiture, mais c'est surtout pas pratique. Alors que vous, ce que vous proposez comme prestation, vous allez nous expliquer comment, c'est que vous vous déplacez chez les gens avec un camion spécialement équipé pour rénover les jantes. Alors on va commencer par le début si vous le voulez bien. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Non, je rigole. Exactement, allez-y. Alors, ça fait 7 ans que l'entreprise existe. Donc, on a plusieurs types de véhicules. On a une première gamme de véhicules, la gamme historique, on va dire, qui sert à faire de la petite carrosserie sur place. Et en effet, pour s'adapter à la demande, on a développé un véhicule qui ne fait que des jantes, et notamment les jantes en 2 couleurs. À l'intérieur, on a la machine, le tour numérique, qui permet de les réusiner, de leur redonner l'aspect d'origine. À la maison, chez moi, vous prenez rendez-vous, vous venez avec votre camion. Vous arrivez à la maison. Alors vous allez nous dire déjà dans quel département vous œuvrez, parce que c'est pas partout en France, mais je vous appelle, je vous dis voilà, est-ce qu'on peut déjà réparer toutes les jantes alu ou pas? Alors, pour le moment, dans le camion, on ne peut pas faire les jantes voilées, les jantes fissurées, ça on ne le fait pas. Nous, c'est vraiment les jantes. C'est les défauts d'aspect, en fait, voilà. Les rayures, par exemple, quand on doit rendre son véhicule après une location avec option d'achat ou une LDD, puis qu'ils vont nous faire facturer trop cher, on vous appelle comme ça, on fait les choses avant. C'est exactement ça. Et donc dans ce camion-là, on peut refaire vos jantes, qu'elles soient grises, noires, roses, ce que vous voulez, on peut les faire en peinture. Donc on a un espace de ponçage. Après, on a une cabine de peinture adaptée aux jantes dans le camion. Et on a aussi, alors vous savez, les jantes en 2 couleurs, la partie extérieure, le gris aluminium, c'est pas de la peinture, c'est de l'aluminium brut qui est réusiné. Donc ça, il faut une machine qu'on appelle un tour numérique. En fait, la jante, on la tourne avec une lame diamant, donc on descend au 20e de millimètre, c'est très très précis, et on retrouve l'aspect d'origine. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un vernis dessus ensuite? Vernis spécial aluminium pour les jantes aluminium. C'est un vernis qui est très épais et qui mate ou brillant selon la jante. Alors juste, évidemment, on est sur la rubrique pneus, on parle auto, mais vous faites ça aussi pour des petits problèmes de carrosserie. Moi, par exemple, j'ai plein de petites rayures, il va falloir que je rende ma voiture au mois de juin. Vous vous déplacez aussi à la maison parce que j'ai pas toujours le temps d'aller au garage, etc. Et ça aussi, on fait une petite parenthèse rapide. Vous le faites aussi?
Alors oui, on le fait, c'est un autre camion. C'est un autre camion. C'est un autre camion. Après, on ne peut pas tout faire. Si vous avez une voiture complète à faire, là, il va falloir aller en carrosserie. Mais oui, pour les petits bobos, on va dire pare-chocs, les badelles, toutes ces choses-là, oui, on peut. C'est bien pensé. On peut le faire. Ouais. Alors le problème, c'est que Laurence, faudra qu'il y ait des ménages sur la Côte d'Azur parce que vous n'êtes pas. Je veux bien aussi. Vous n'êtes pas en région parisienne. Vous œuvrez sur quel département ? Alors, nous, on est présents sur les départements du Var. Ça fait 7 ans qu'on est très, très présents dans le Var. Depuis quelques années dans les Bouches-du-Rhône et là, bientôt dans le Vaucluse. Et d'ici fin d'année, début d'année prochaine, en région lyonnaise. Ah, très bien. Ouais, vous cherchez du monde d'ailleurs, profitez-en. Parce que quand on a préparé l'émission, on m'avait dit je cherche des gens. Ça recrute. Alors je vous ai dit, allez-y. Ah oui, on recherche du monde. Alors entre-temps, j'ai trouvé quelqu'un pour œuvrer dans le tour numérique, donc ça c'est une bonne nouvelle. Après, je cherche 2 carrossiers peintres itinérants pour la petite carrosserie. Et à terme des tours numériques, il va m'en falloir au moins 2 avant la fin de l'année, donc des personnes quoi. Pour refaire. Avoir une expérience de carrossier peintre, c'est un plus, mais pas nécessairement une personne manuelle. On peut tout à fait la former pour refaire les jantes. Moi-même, je ne suis pas carrossier à la base. Non, mais c'est génial parce que c'est une petite société française qui augmente très fort. Vous avez de plus en plus de demandes, vous créez de l'emploi. Chapeau bas, gars. Voilà. Alors juste le seul point qu'on n'a pas évoqué exactement, ça coûte combien ? Vous allez me dire ça dépend de la jante, mais alors une fourchette ? Alors entre 148,80 et 195 €. D'accord. Pour une jante. Pour une jante. Oui. D'accord, très bien. Et si on veut vous trouver sur Internet, c'est quoi le site ? Alors www.horme-carrosserie.fr, HORME-carrosserie2R2S.fr. Eh ben c'est génial. Et moi, franchement, comme on dit par chez nous. Vraiment, très bonne idée. Voilà, ça me rappelle, ma mamie dans son village, on avait le boucher qui passait, on avait le boulanger. C'est la même chose, mais côté service donné, un petit peu comme une grande marque qui est remplacée par Brie chez vous. Ben voilà, bravo d'avoir eu cette super idée. Merci Jonathan. Écoutez, merci beaucoup. On vous embrasse et on vous souhaite de continuer de développer cette jolie idée et de continuer de créer de l'emploi. Jonathan Enzer, E-N-Z-E-R, fondateur de Horme, H-O-R-M et Carrosserie, qui se déplace à domicile. Allez, dans quelques instants, on va enfin découvrir la voiture de collection la plus vendue de France. On en parle depuis 11 heures. Je n'en peux plus d'attendre. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la... CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Nous allons vous donner la parole dans quelques minutes au 0826 300 300 pour poser votre question à Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. Mais tout de suite, ça y est, on va découvrir la voiture de collection la plus vendue en France. Je vais l'accueillir par son nom, ne rien dire pour l'instant. Bonjour Hervé Charpentier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, directeur des collections de l'aventure Peugeot Citroën DS, et on en a déjà parlé parce que j'ai vu que l'essai en plus avait bien cartonné. C'est un petit essai rétro et c'est vrai que c'est une voiture qui fête ses 40 ans cette année. En 2023 et une grande expo s'ouvre au musée de l'aventure Peugeot à partir du 23 février. Je l'ai toujours pas dit, je vous laisse le dire Hervé. C'est quelle voiture ? Alors, continuons dans le teasing, on va parler du sacré numéro de chez Peugeot, la fameuse, l'incontournable 205. La Peugeot 205 qui fête ses 40 ans en 2023. Ouais, et donc une super expo qui démarre cette semaine là. Exactement. Alors, on va reprendre en fait exactement les dates d'il y a 40 ans, jour pour jour, et jeudi nous serons le 23. Eh bien, le 23 février, en fait, on a proposé à la presse le premier volet du dévoilement de la 205, et ce n'était pas la 205 de tourisme, non, c'était la 205 compétition, la fameuse 205 qui va régner sur les pistes et puis sur les rallye-raids quelques années plus tard. Et dès le lendemain, puisque c'était un tir groupé, eh bien, on présentait la fameuse 205 version tourisme qui allait s'adresser cette fois-ci à tout le monde. Formidable. Alors, on les verra ces autos là dans l'expo ?
Exactement. Alors je vous donne à toutes et tous rendez-vous au musée de l'aventure Peugeot chez nous à Sochaux, où on va exposer une grande partie de ce qui a été produit, mais on ne peut malheureusement pas toutes les réunir et les mettre dans le musée parce que malheureusement nous manquerions de place. Néanmoins, on va quand même pouvoir observer un grand nombre de voitures puisque c'est pas moins de 15 voitures, 205, qui sont dans l'exposition permanente, réparties un peu partout dans le musée de l'aventure Peugeot. Mais là, vous les regroupez? Comment vous faites d'ailleurs pour faire une expo spéciale 205? Alors en fait, on va pas toutes les mettre au même endroit. Vous avez des pôles dans le musée. Quand vous vous promenez, vous avez un pôle compétition dans lequel on va retrouver la 205 T16 Evo 1. Alors pour les fans et ceux qui connaissent bien, c'est la toute première 205 T16 qui va faire ses premiers tours de roue. Puis très rapidement, on va arriver les Evo 2, donc qui vont être présentés quasiment l'une à côté de l'autre. Et puis ensuite, on va voir les 205 T16 qui ont participé au Paris-Dakar, autrement dit les grands raids. Ces voitures, alors dans leurs deux livrées les plus connus, les livrées jaunes et blanches et bleues, pour ne pas citer les fameux sponsors de l'époque. Voilà, vous savez que j'ai failli faire un tonneau par l'avant avec une 205 T16 dans les dunes au Niger, mais je vous parle de ça. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Moi, quand on parle de tonneaux, c'est pas tout à fait les mêmes, mais... non, voilà, oui, la 205, ils nous a tous fait rêver, à commencer par la 205 GTI. Je sais que ma mère écoute. Et qu'est-ce que j'ai pu bassiner mes parents pour qu'ils achètent, eux, parce que c'était évidemment pas pour moi, une 205 GTI en leur prétendant que c'était la meilleure voiture du monde. Moi, j'en ai eu aussi. C'était sans doute la meilleure voiture du monde. Alors là, vous nous avez la plus vieille 205 qui est exposée au musée. Elle a quel âge? C'est vraiment un modèle de 83? Alors, on avait mieux. On a la maquette, la toute première maquette de présentation, les premières ébauches de style. On va pouvoir proposer à nos visiteurs de voir ce par quoi a commencé la 205 avec cette maquette un peu biscornue qui était en fait la preuve par l'absurde qu'il fallait que le style force la technique 205 a changé de plateforme pour pouvoir faire une jolie voiture. Et on va voir cette toute première maquette. Et puis la première voiture exposée, celle-là, on la doit à un collectionneur qui nous prête un exemplaire très rare. C'est une des toutes premières 205 qui va être assemblée et qui a un peu plus du coup de 40 ans, puisqu'en fait la marque Peugeot, pour pouvoir vendre sa voiture et la proposer tout de suite chez les concessionnaires, avait déjà construit bon nombre de 205 en grand secret avant 82. De la révéler. Exactement. Oh là là. Et on va la voir celle-ci alors. Oui, parce que la maquette, l'espèce de maquette entre parce qu'il me semble bien que la maquette est la vraie, la vraie qui a été vendue donc à partir du moment où la voiture a été révélée. Mais rappelez-vous toutes les campagnes de publicité qui ont été faites. Alors ça remonte loin maintenant, mais il y avait eu tout un teasing où on annonçait les chiffres comme si c'était le tirage de l'auto, mais l'auto L' AUTO. Et puis après on voit tous ces chiffres qui s'assemblent et puis ça devient le lancement de la 205. Avec un nouveau slogan pour la marque aussi, c'était un constructeur sort ses griffes. Tout le monde s'en souvient aujourd'hui, c'est vrai. C'était bien ça. Oui, le constructeur sort ses griffes et puis le sacré numéro, l'incontournable, celui qu'on ne peut pas désassembler du fameux numéro 205. Ouais. On est d'accord que la 205 a sauvé la marque. Oh, elle sauve plus la 205. Elle arrive à un moment où elle va sauver non seulement la marque Peugeot, mais l'ensemble du groupe PSA et donc les marques qui y sont rattachées. Et juste, on parlait de la marque, la voiture la plus vendue, c'est ça, 8000 à peu près par an? Alors, en collection? Oui, il y a des chiffres. En fait, c'est des chiffres de l'Argus. Décidément, aujourd'hui, on va parler de l'Argus. Des chiffres de l'Argus, comme quoi. Alors, ça comptabilise les véhicules de plus de 30 ans qui sont considérés comme véhicules de collection. Effectivement, la voiture de plus de 30 ans la plus vendue, c'est la 205. Il en reste beaucoup en circulation, vous le savez, ça ou pas?
Alors ça, c'est très difficile de le savoir parce qu'en fait, il faudrait poser la question au service de l'État qui, eux, pourraient, en faisant ressortir leur base, savoir combien il y a de 205 qui sont immatriculés. Nous, on peut pas le savoir. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu plus de 5 300 000 unités fabriquées, que c'est une voiture qui est un creuset de technologie, qui a vraiment marqué un changement d'époque dans l'automobile chez Peugeot. 205, on ne le sait pas forcément, mais elle est née de Vera. Et qu'est-ce qu'était Vera ? Vera, c'était un concept qui était là pour faire plein de tests technologiques. Et il y a plein de choses qui sont tirées de Vera et qui vont être mis dans 205, et ce qui va faire que la 205 est terriblement bien née, qu'elle correspond à son époque, qu'elle est en avance sur son temps, mais qu'elle correspond à son époque dans le style. N'oublions pas le style. 2 grands noms du style ont participé à la création de 205, Gérard Belter et Paul Bracq pour l'intérieur. Alors Gérard Belter pour l'extérieur et Paul Bracq pour l'intérieur. Une voiture qui n'a pratiquement pas vieilli d'aspect, c'est ça qui est incroyable. Il y a Stéphane qui nous dit que sa préférée sur la page Facebook de Sud Radio, où il y a toujours beaucoup de monde, la 205 Rallye. Oui, alors mais ça freinait pas très bien la 205 Rallye. Parce que là, pour le coup, moi, j'étais déjà journaliste quand c'est sorti. Donc, non, c'est vrai que vous les faites pas. Et sinon, il nous disait que c'est l'erreur de Peugeot à cette époque, c'était les moteurs PRV. What is it ? Non, mais ça rentrait pas. Non, mais de toute façon, c'est le V6, mais on n'en parle pas dans la 205. Il est parti sur autre chose. Là. Stéphane, s'il vous plaît, restez concentré. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à venir nous retrouver au musée de l'aventure Peugeot. Vous pourrez voir tous ces jolis petits bolides qui vous feront rêver, qui vous ramèneront dans le passé et puis qui vous donneront peut-être l'envie, en repartant du musée de l'aventure Peugeot, d'aller sur les pages des sites internet pour essayer de vous trouver. Ça, c'est de la pub. Ça, c'est bien fait. Salut Hervé Charpentier, directeur des collections de l'aventure Peugeot Citroën DS. On est à Belfort. Faut pouvoir y aller quand même. Oh, c'est très rapide par l'autoroute A36. Oui, bien sûr, surtout un week-end de départ en vacances. Allez Hervé, on y va. Je vous embrasse fort. Allez, à suivre dans l'émission On parle auto sur Sud Radio. On va parler de Renault après. Ouais, mais là pour l'instant, on va parler de Pauline. 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous allons aussi parler avant 13h des personnalités qui font l'automobile en France. Il a reçu le trophée Argus Le Bon Coin de la personnalité de l'année. Nous recevrons Luciano Biondo qui est directeur général de Renault Electricity. Mais pour l'heure, on vous accueille au 0826 300 300. C'est vous qui nous rejoignez. Bonjour Pauline. Oui, bonjour. Merci bonjour Pauline. Avec nous. Comment ça va ? Ça va, ça pourra aller mieux si j'avais une voiture. Vous appelez d'où déjà ? Là, on est en route pour vacances, mais... Alors ça coupe parce que vous êtes en train de rouler, vous êtes sur l'autoroute ? Ouais. Et vous êtes à quel niveau là ? On est du côté de la Somme, je pense. Dans la Somme. Et vous êtes passagère, ça roule bien ou c'est compliqué ? Ah, on va la perdre. Ça va pas être facile. C'est bon, je suis là, je vous entends. Oui. Bon, alors, allez-y pour votre question, parce que je crois que ça va être un peu tendu côté qualité. On vous écoute. Alors, en fait, on a eu une voiture, on avait acheté une Dacia en 2014, qui a été accidentée là récemment. D'accord. Donc, du coup, on recherche une nouvelle voiture et on voulait savoir à partir de quelle année les moteurs 1,2 litre TCE sont fiables. Voilà. 3050. Alors, Joker, non, je pense qu'il faut. Alors, votre budget, c'est quoi ? Parce que c'est ça la vraie question. Alors, combien est-ce qu'on nous rembourse pour la voiture ou combien alors déjà, c'était quoi comme voiture ? C'était une Dacia Logi en 2014. 5 ou 7 places ? 5 places. 5 places, d'accord. Et donc, elle est définitivement par la casse accidentée. Qu'est-ce qu'il y a eu comme accident ? C'est un choc à l'arrière sur un tronçon d'autoroute. Donc, du coup, ils ont estimé qu'elle n'était pas... En fait, ils ont d'abord estimé qu'elle était réparable à 8 000, mais qu'elle valait 6 000. Ouais. Donc, moi, j'ai refusé. J'ai dit qu'à 6 000, ils pouvaient me la déposer devant la maison. Ouais.
Et vous avez eu raison. du coup, ouais, j'ai eu raison, je pense, parce qu'ils nous ont rappelé en proposant 7005. Et mais dans le même temps, ils avaient augmenté le prix des travaux. Alors on va profiter de votre cas pour parce que quand un expert passe et vous dit bon, votre voiture là, ça y est, elle est pas réparable, économiquement pas réparable, parce que elle vaut 6 000 €. Il y a 8 000 € de réparation. Déjà, sachez que les experts, ils vont prendre la cote la plus basse qui existe. Souvent, ah bah tiens, c'est la journée Argus. Souvent, ils prennent la cote Argus. Alors, la cote Argus, je peux vous en parler. Sa méthode d'élaboration, elle est aujourd'hui un peu obsolète parce que ça fait appel à ce qu'on appelle des courbes de décote, qui sont des courbes empiriques. Or, aujourd'hui, tout le monde a compris que le marché de l'occasion, c'était un marché qui évoluait très vite, à la hausse et à la baisse. Ces derniers temps, c'était plutôt à la hausse. Et la cote Argus ne reflète pas ces tendances du marché. Elle est complètement décorrélée du marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'au mois de janvier, l'Argus a dit ok, d'accord, on va remonter finalement les cotes. Elles étaient beaucoup trop basses par rapport à la réalité. Vous aviez des voitures qui étaient cotées, je vous dis à n'importe quoi, 5 000 € et qui se vendaient couramment sur les sites d'annonces. Exactement. Donc là, on peut pas laisser une telle marge. Et dans votre cas, c'est ce qui s'est passé. L'expert vous a appris sans doute la cote Argus qui correspond à votre voiture et vous a dit ça vaut 6 000 balles. Bon, ça vaut pas 6 000 balles. On en trouve à vendre pour 8 000 €. Donc vous me donnez un prix plus près de la réalité. Ça, c'est la première chose. Alors donc, vous allez récupérer 7 500 €, c'est ça ? Ouais. Donc, a priori, on n'a toujours pas accepté, mais a priori, c'est ce qu'on va faire. Ouais, mais 7 500, ça me semble être dans les prix. Hein. Ça me semble être dans les prix. Le truc, c'est qu'on avait quand même réglé le problème moteur sur ce modèle. En fait. Et il y a vraiment 8 000 €. Attendez, il y a vraiment 8 000 € de réparation, même avec des pièces. Même avec des pièces d'occasion ? En fait, le truc, c'est que nous, on n'y connaît pas grand-chose, on n'a pas de pote garagiste. Et en fait, ils déclarent un montant en disant de visu. C'est-à-dire, ils n'ont pas ouvert. Donc après, nous, on a peur des mauvaises surprises. Non, mais vous demandez un devis avec des pièces d'occasion. Si c'est de la carrosserie, on peut parfaitement avoir des pièces d'occasion. Donc... moi, je pense que ça a touché le châssis, en fait. Le coffre, il est quand même un peu en accordéon, là. Pas forcément, hein, franchement. Vous auriez tout intérêt, effectivement, si votre voiture a un moteur qui est récent, vous auriez tout intérêt à faire réparer. Non, il n'est pas récent, c'est le moteur 1,2 litre TCE. Oui, d'accord, mais vous me dites, vous me dites qu'il a été changé. Alors donc. Non, on a eu un problème parce que la chaîne. La chaîne de distribution, mais c'est normal, ça c'est l'avis du TCE. Ouais, ok. Mais donc il a été refait le moteur ou remplacé carrément en général. Ils ont dû faire une dépose moteur pour pouvoir réparer le problème et ils ont réparé le problème et Renault a pris en charge 80%. Bon, alors 2 solutions dans votre cas. Première solution, vous demandez un devis avec des pièces d'occasion. Ils sont obligés de vous le faire. Donc vous allez voir, sans doute, ça va diminuer d'un tiers, peut-être même plus. La facture finale, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous voulez racheter une voiture, vous avez besoin de 5 places, j'ai compris que ça on a besoin, en fait c'était surtout le coffre. Un grand coffre. Alors, dans les modèles fiables, alors je ne vais pas vous donner de modèle avec le 1,2 litre TCE. Non, du coup, on va changer. Parce qu'on avait vu qu'à partir de 2018, peut-être c'était plus fiable. On va peut-être changer. Oui, mais 2018, ça ne sera pas le même budget, vous êtes marrante. Vous me dites, on a 8 000 € et puis vous voulez acheter une voiture de 2018. Il vous reste 4 secondes. 10-11 000. Ah, 10-11 000 oui, mais non. Laissez tomber sur 1,2 litre TCE. Citroën C4 Grand Picasso avec... Il est très bien. Oui, non, mais c'est très bien. Très bien avec le moteur 2 litres. Ça consomme un peu, mais... mais il est très bien. Mais par contre, c'est fiable. Ou Scénic, un grand Scénic si vous avez besoin d'un grand coffre, avec le 1,4 litre TCE 130. Voilà. Bon, on fait ça. Donc l'un ou l'autre, et en plus là, vous aurez un peu de choix et avec votre budget. Les deux sont bien. Alors faites gaffe quand même au gros kilométrage, mais on en trouve aux alentours de 8 000 € de ces modèles-là. Vraiment, ils sont bien. Les deux sont très bien. Hyper élégant à conduire. Vous avez de la place. Vous pouvez faire de la route comme tu veux, où tu veux. Enfin, c'est vraiment bien. Tiens, puisqu'on parle du 1,2 litre TCE, pour tous ceux qui ont un PureTech de Peugeot, puisque c'était aussi des moteurs un petit peu chagrins, Peugeot a lancé cette semaine la nouvelle version du PureTech avec une chaîne de distribution. Donc youpi, hurrah, ça y est, ça va marcher. Moi, j'avais 1,2 litre TCE sur ma DS. J'ai laissé ma DS. Ma petite DS, elle mangeait de l'huile. 1,2 litre PureTech. Oui, PureTech, pardon. Elle mangeait de l'huile. Moi, plus jamais ces moteurs. Non, mais ça y est, le nouveau
nouveau moteur là va résoudre tous les problèmes de l'ancien. Puisqu'on parle de nouveautés moteurs, on va parler surtout des moteurs électriques à suivre avec la personnalité de la semaine. Merci beaucoup à Pauline d'avoir composé le 0826 300 300 pour nous retrouver et nous poser sa question en direct. Tout de suite, le dossier actu de On parle auto. Bonne fin de route, Pauline, à vous et à votre famille. Sud Radio, On parle auto. Luciano Biondo est avec nous sur Sud Radio dans On parle auto. Il a été élu personnalité de l'année au trophée de l'Argus 2023. Bonjour Monsieur Biondo. Bonjour. Bonjour, directeur général de Renault Electricity. Alors expliquez-nous déjà. D'abord, est-ce qu'on s'est bien remis du prix ? Parce que c'est quand même bien. Oui, enfin, tout de suite, hein, il faut se remettre au travail. Le challenge est important. Vous habitez où ? Vous êtes où ? Vous êtes dans le nord de la France, hein, très concrètement. Je suis dans le nord de la France, oui. Donc, en fait, Renault Electricity, c'est la réunion de 3 sites industriels de Renault, de Douai, de Maubeuge et de Ruisse. La STI Connection. Qui, depuis janvier 2022, sont devenus une société qui s'appelle Renault Electricity. Donc ces 3 sites ont basculé dans cette nouvelle filiale de Renault et l'objectif est simple, c'est d'être une unité de production la plus importante et la plus performante en Europe de production de voitures électriques en France. Luciano, est-ce que vous êtes en haut-parleur au niveau de votre téléphone ? Je suis avec des oreillettes. Alors il faudrait les enlever et nous prendre en direct parce qu'on a un écho qui n'est pas très agréable en radio. Je me permets de vous demander ce petit service pour tous ceux qui écoutent Sud Radio. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça y est, vous êtes revenu parmi nous ? Ah, on a perdu Luciano. On l'a perdu. Luciano ? Ça y est, il est revenu. Voilà. Alors, on parlait de ces fameuses usines qui sont sorties de terre assez récemment, hein, on est d'accord. Et tout n'est pas fini. Il y a 50 ans. Oui, il y a 50 ans. Ah ouais, Douai et Maubeuge. Maubeuge, Douai et Ruisse, il y a 50 ans. Il y a 50 ans. 50 ans. Et on est en train de les transformer dans les usines les plus modernes d'Europe. Ah, c'est c'est ça le challenge. Le challenge, c'est celui-là. C'est-à-dire que on parle souvent d'usines nouvelles. Là, c'est des usines qui ont 50 ans et nous sommes en train de les moderniser pour en faire des usines ultra modernes et intégrer dans l'écosystème de la voiture électrique, puisque l'usine de batterie que nous sommes en train de construire à Douai, dans le jardin de l'usine de Renault Douai, cette usine de batterie, elle sera à 200 mètres du lieu de consommation de la batterie. Ouais. Donc on va transporter les batteries sans énergie. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, la batterie sera construite à côté de là où vous allez construire les voitures. Exactement. Ouais. Et les cellules ne viendront pas de Chine. Allez, on va appeler un chat un chat. Non. Juste un mot sur vous, parce qu'on vous connaît pour le monde professionnel de l'automobile, oui, mais peut-être ceux qui écoutent l'émission On parle auto sur Sud Radio, non. Vous êtes un ancien de Toyota, vous avez déjà bossé, enfin vous avez vraiment un beau cursus professionnel. Ça fait 33 ans que je suis dans l'automobile et en fait j'ai toujours le même objectif, c'est essayer de réussir à produire en France. Donc j'ai essayé avec un premier constructeur français, et puis après avec Toyota pour faire les 2 voitures qu'on connaît aujourd'hui, et puis avec Renault et le projet porté par Luca Di Meo, c'est vraiment un projet de grande envergure, puisqu'on a une ambition de produire plus d'1 million de voitures, donc un combat au quotidien pour produire en France. Oui. C'est ça. Alors, quels véhicules seront produits dans ces usines, justement, et à quelle date ? Donc, la première, on a lancé il y a presque un an maintenant, en mi-2022, on a lancé la Renault Mégane, la première voiture électrique. Belle réussite d'ailleurs, hein, bravo. Ouais. Et puis, on produit aussi le Kangoo électrique sur l'usine de Maubeuge. Et la Renault 5 arrive quand ? Et puis on va lancer le Renault Scénic là, en fin 2023, et puis en 2024 Renault 4 et Renault 5 et aussi à suivre. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que Nissan nous a aussi confié à Renault Electricity la production de la Micra. Et alors, en termes d'emploi, parce que là, du coup, vous êtes recruté dans une région qu'on connaît bien, qui s'appelle les Hauts-de-France, qui a subi la désindustrialisation et tout ce qui est textile et compagnie. Donc là, vous relancez aussi l'emploi dans cette région absolument sublime, avec des gens exceptionnels. Alors, en fait, dans notre objectif pour produire en France, on est parti sur 3 points. Un, d'être des usines super performantes, et c'est ce que nous travaillons au quotidien à Douai, à Maubeuge, à Ruisse, pour faire vraiment, parce que produire en France, il faut être super bon. C'est ce que j'allais vous demander après. J'allais vous dire, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en produisant en France ? Oui, mais il faut être super bon. Il faut être meilleur. Il faut être au top.
ça, c'est notre premier challenge. En deuxième challenge, c'est qu'on s'est mis un écosystème. Donc, on a des usines de batterie. Donc, on s'en va construire 2 usines de batterie, une à Douai, une à Dunkerque. Une avec CN Vision et une batterie avec Vercor, qui est une start-up française. Oui, on les a reçus il n'y a pas longtemps, Vercor, dans la mission. Et puis le bac batterie. Donc vraiment dans les Hauts-de-France, nous sommes en train d'installer l'écosystème de la voiture électrique. En fait, Renault a 2 pôles d'excellence en France. Le pôle d'excellence du moteur avec son usine de Cléon et l'écosystème autour de Cléon. Et deuxième pôle d'excellence, la batterie, avec l'écosystème autour de Maubeuge, Douai et Rhuys. Et alors en termes d'emploi, parce que le milieu de la voiture a quand même subi des chômages on y va. Je vais venir. En fait, si on prend juste l'emploi qui concerne la valeur de la batterie, on va fabriquer nous des voitures, on s'est engagé à faire 700 CDI de plus en 2023-2024 chez Renault. Et puis l'usine de batterie de Douai, c'est déjà près de 1000 emplois. 1000 emplois à Dunkerque sur aussi cette usine de batterie à peu près. Et ça peut aller jusqu'à 2000 emplois sur l'usine de batterie de Douai et autant à Dunkerque. Et ce qui est important de préciser, excusez-moi Luciano, c'est que vous formez des gens, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui ont changé d'emploi ou qui ont été mis au chômage dernièrement. Et d'anciens journalistes par exemple. Non mais c'est vrai qu'il y a malheureusement beaucoup de licenciements dans cette région et dans le milieu de l'auto. Et vous proposez des formations. Oui, alors en fait, j'ai pas fini dans le projet. J'ai expliqué donc les usines performantes à l'écosystème avec tous ces emplois, plus les emplois aussi de fournisseurs de pièces classiques, puisqu'on va passer de 150 000 voitures par an à 500 000. Donc, vous voyez, on va embaucher ceux qui font les pare-brises, les planches de bord, les sièges aussi d'emploi. Et puis, pour tout ça, nous allons lancer la Renault Electricity Academy en 2023. Où nous allons former nos salariés en reconversion, des salariés qui aujourd'hui étaient opérateurs de fabrication qui veulent devenir maintenanciers, mais aussi les salariés de nos partenaires, puisque nos fournisseurs de pièces, on a plutôt envie de les emmener dans cette aventure comme partenaire, et on va aussi former leurs collaborateurs de maintenance. On va commencer avec les usines de batterie à recevoir plus de 50 techniciens en formation. Donc vraiment, il faut faire marcher l'écosystème. Ah bah c'est top. Bon, je vous envoie un CV direct ou il y a une adresse? Non mais bravo, parce que et vous avez été élu personnalité de l'année. C'est un nouveau prix de l'Argus Le Bon Coin qui a été décerné mardi soir à travers une super soirée pour laquelle et je pense qu'on ira à un moment, on ira sur place manger des moules et des frites et on passera vous voir pour voir toutes ces belles installations. On essaiera de faire une émission délocalisée sur place. Si vous nous invitez, on vient. Vous êtes les bienvenus. On montrera que c'est une stratégie du groupe et que ce prix, je dis toujours, c'est le travail d'équipe, stratégie. Et on voit bien aujourd'hui Renault à travers les différents prix de l'Argus. Les résultats que c'est une. Cette année, ça a été. D'ailleurs, chez Stellantis, ils font la gueule, mais je vous ai rien dit. Non. Et puis, on n'ira pas manger que des moules frites, mais aussi le Welsh, la bonne bière et évidemment la carbonade. Mais on fera ça avec modération pour la bière. Merci beaucoup, Luciano Biondo, directeur. Et à bientôt. C'est une région que j'aime beaucoup et vous le savez, directeur général de Renault Electricity. Allez, à suivre votre question pour conclure notre rendez-vous au 0826 300 300. Quelle auto choisir? Vous poserez la question directement à Jean-Luc Moreau. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et nous voici pratiquement, ça y est, dans le dernier quart d'heure du rendez-vous. Nous accueillons tout de suite Romain pour ce rendez-vous. Quelle auto choisir? Et comme lui, vous composez le 0826 300 300 ou vous nous écrivez sur jeparticipe@sudradio.fr si vous avez besoin de l'aide de l'ami Jean-Luc. Salut Romain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Romain, on vous demande pas d'où vous êtes, ça s'entend. De Suède. Oui, du sud-ouest. Mais où exactement? Parce qu'on est amoureux du sud-ouest, nous. Alors, je suis près de Castres, un petit village qui s'appelle Brousse. Voilà. C'est joli. Allez, on vous écoute. Ouais, alors super. Je vous remercie pour me passer à l'antenne. Voilà, j'envisage d'acheter un véhicule secondaire, une Audi A5 coupé, 3 litres V6 TDI de 2009. Ça serait que pour des trajets, on va dire week-end, quoi. Parce que la semaine, je roule en bioéthanol avec une petite Yaris. Ah oui, c'est bien. Vous voulez vous faire plaisir le week-end, en gros, c'est ça. Voilà, c'est ça, Jean-Luc. Si vous voulez, c'est un collègue de travail qui me la vendrait, sa voiture, mais elle a 300 000. Alors, je voudrais savoir si 300 000. Ah ouais, 300 000. Non, vous voulez draguer les gonzesses.
Oh, il ne faut pas que ma copine écoute. Non, je rigole. Ah non. À 300 000, c'est beaucoup. Hein. Non, alors c'est une belle auto. Hein. C'est vraiment une voiture. En plus, à l'époque, quand elle est sortie, elle a vraiment démodé les BMW série 3 coupés puis les Mercedes CLK. C'est des lignes. Alors bon, dynamique, c'est élégant. Alors par contre, vous ne pourrez pas transporter 4 filles avec des jambes longues parce que c'est une 4 places, mais à l'arrière. Non, mais hashtag les garçons, 4 filles avec des jambes longues. C'est quoi ces clichés? C'est un peu étriqué pour des adultes à l'arrière. En revanche, ce qui n'est pas étriqué, c'est ce qu'il y a sous le capot. C'est vrai que le V6 diesel. Alors, vous avez roulé déjà avec la voiture de votre pote? Parce qu'il y a un gros élastique, ce moteur. Et non, pas encore. J'ai juste vu au niveau des forums que ouais, mais ça fait ça tenait la route. Ouais, c'est quoi un gros élastique dans votre bouche? Eh ben, c'est pas ça. Ça fait 240 chevaux. Donc, bon, il y a des voitures beaucoup plus puissantes. Mais là, ce qui compte, c'est que vous avez 510 Nm de couple à 1400 tours minute. C'est un tracteur, l'engin. Ah, ouais, voilà. Ça reprend vite, en fait. Oui, c'est ça. Une mouche se pose sur la pédale d'accélérateur. Vous avez la tête qui est enveloppée dans l'appui-tête. D'accord. Ouais, ça pousse fort dès qu'on appuie. Voilà. Bon, revers de la médaille, le confort est un peu ferme. C'est outil, hein. Et puis c'est là qu'on va arriver au truc qui fâche. Oui. Le price. Ouais, non, c'est pas le price. Là, c'est la fiabilité. Parce que le V6 TDI, il a connu pas mal de problèmes. Alors d'abord de filtre à particules. Alors si son filtre à particules est d'origine à 300 000 km, autant dire que là, il filtre plus rien. Hein. Donc il faudra à un moment ou à un autre passer par la case, je remplace le filtre à particules. Coût là-dessus, ça peut être 1500 €. Hein. Voilà. Donc attention. Oui. Ensuite, il y a eu des problèmes de vanne EGR. Si la vanne EGR n'a jamais été remplacée ou nettoyée, il est fort probable que vous ayez aussi des problèmes de vanne EGR. Après, il faut écouter. Vanne EGR, c'est un peu moins cher. On va dire que pour moins de 1000 €, vous en sortez. Plus ça. Alors après, là, par contre, ça serait beaucoup plus cher. Bien écouter, parce qu'il y a eu des problèmes de tendeur de chaîne de distribution sur ce moteur-là. Bien écouter, si jamais il claque le moteur, un bruit de chaîne, ça s'entend. C'est au moins un désavantage des chaînes, parce que les courroies, ça fait pas de bruit, puis ça lâche sans faire de bruit. Mais une chaîne, ça se plaint avant de lâcher. Donc, s'il y a un cliquetis dans le moteur, mais on entend bien. Je vais pas vous expliquer, je vais pas vous faire le bruit de la chaîne. Si. Non, qui claque, je le ferai mal. En plus, là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Donc, non, mais vous écoutez, vous soulevez le capot et vous écoutez. S'il y a un bruit claquement de chaîne, ça peut être effectivement un problème de tendeur, ce qui peut, si là, pour le coup, le tendeur lâche et que la chaîne lâche, détruire le moteur. Donc, 300 000 km, vous prenez quand même un gros risque. Je ne sais pas combien ils vous la vendent combien? Je ne sais pas encore. Il faut que alors négocier, là faut négocier. Il faut lui dire, dis donc, ton filtre à particules, il marche ou pas? Il a été changé, pas changé, ta vanne EGR, tout ça. Mais ça pourrait valoir combien si jamais tout avait été fait avant? Si jamais la vanne EGR a été changée, si le filtre à particules a été changé, 300 000 km, ça pourrait valoir combien, Jean-Luc? C'est une voiture qui est quand même assez ancienne. Je dirais, allez, 20 000 €. Mais peut-être moins. Ça vaudrait encore 20 000 boules. 20 000 €, oui, Jean-Luc. J'en ai vu à 10. Avec le V6, non, mais il y en a pas des V6 TDI, c'est ça le problème. Vous en avez vu des 3 litres, vous? Des 3 litres, oui, j'en ai vu, mais à peu près entre 10 et 12 000 €. J'en ai pas 20 000. Avec quoi? Oui, non, mais alors 300 000 km. 300 000 km, votre pote va falloir qu'il fasse un gros effort. Ou qu'il vous change les pièces avant. Oui, d'accord. 20 000 €. D'accord. Moi, j'étais un Dacia, moi, à ce prix-là. Bon, c'est une voiture d'occasion et c'est pour vous faire plaisir. Bon, c'est pas le même plaisir, on est d'accord. C'est pour vous faire plaisir. Ce que vous recherchez, en fait, c'est l'effet boost du moteur turbo, quoi. Du moteur diesel. C'est ça, un petit peu, ouais. Et puis, au niveau de la consommation, je trouve que c'est assez raisonnable. Ça fait moins de 10 litres. Alors pas en ville. En ville, ça fait 10 litres. Pas en ville. Non, mais ça serait pas pour des trajets vides. Ça serait que pour des trajets. La grande. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Du périurbain, quoi. Il y a Stéphane qui dit prenez un Velsatis 3,5 litres. Oui, si vous voulez vous mettre à la mécanique, effectivement, prenez ça. Allez, on vous souhaite un bon choix. Vous nous dites si vous l'avez acheté quand même. Et puis à combien, vous nous enverrez un petit mail sur jeparticipe@sudradio.fr pour nous dire à combien votre pote il veut vous la vendre. D'accord?
Super. Eh bien, merci beaucoup. On vous embrasse fort. Merci à vous, Romain. Merci, Romain. Nous aussi, on vous embrasse. Au revoir. Bon week-end du côté de Castres. On vous embrasse et merci surtout à vous de nous écouter. Vous êtes très, très nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a plein de questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps, mais on va les prendre pour les prochaines émissions. Par exemple, il y a Hicham qui dit quelle autonomie pour les utilitaires électriques on y répondra une prochaine fois, par exemple. Ça dépend de l'utilitaire. C'est toujours les mêmes réponses. Allez, on finit et on conclut avec les brèves de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Lyon repousse à 2028 l'interdiction de circuler des véhicules critère 2. Quelle bonne nouvelle. C'est Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole de Lyon, qui l'a annoncé cette semaine. L'interdiction de circuler des véhicules possédant une vignette critère 2. Alors critère 2, c'est-à-dire c'est les véhicules essence antérieurs au 1er janvier 2006, mais c'est surtout tous les diesels, même les plus récents, c'est du critère 2. Et donc, c'est eux qui avaient avancé à 2026, c'est les écologistes qui avaient avancé à 2026 cette mesure. Et puis, dans un éclair de lucidité, ils se sont rendus compte qu'il faudrait renouveler 70% du parc automobile en moins de 3 ans. Bon, une chose évidemment impossible, d'autant que les élections municipales auront lieu en 2026. Or, espérer être réélu en interdisant à la grande majorité des automobilistes de circuler, ça s'annonçait un peu comme une mission impossible. Alors rappelons tout de même que si eux ils se sont rendus compte que c'était pas possible, dans la métropole du Grand Paris, cette interdiction devrait s'appliquer en 2024. Preuve que les édiles franciliens maîtrisent beaucoup moins les tableaux Excel que les Lyonnais. On vous conseille d'aller prendre des cours. En fait, plus que le calendrier des ZFE, c'est le principe même de ces zones à faible émission qu'il faudra reprendre à zéro. On en a parlé un peu en début d'émission. Les vignettes critères ne tiennent en effet pas compte de la pollution réelle des voitures, mais simplement de la date de commercialisation. C'est simplement ubuesque. Exactement. Dans le même esprit, le Parlement européen a entériné cette semaine la fin de la vente des voitures thermiques en 2035. Ça relève un peu de la même politique utopiste que les ZFE. Certes, il faut absolument minimiser l'impact écologique du parc automobile, mais pas en prenant des décisions à l'emporte-pièce. On sait très bien qu'un parc 100% électrique n'est ni souhaitable ni possible, et pourtant, je suis un journaliste, j'ai été un des premiers à défendre la voiture électrique. Il faut être pragmatique et laisser cohabiter les différentes énergies afin de choisir la plus appropriée à son type de déplacement, l'électrique en ville ou à la campagne, le diesel sur autoroute, etc., etc. Sans compter que ce virage 100% électrique est une opportunité extraordinaire, on en a parlé, pour l'industrie automobile chinoise qui va mettre un pied dans la porte et rentrer. Je peux vous dire sans être devin que cette décision péremptoire sera sans doute amendée dans les années à venir parce que c'est pas tenable. Exactement. Du thermique en 2035. Merci beaucoup Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Eh bien avec grand plaisir. Et avec évidemment Bastien la réalisation qui sera là et qui est avec nous tout le temps aussi. Parce qu'on n'en parle jamais, mais il est souvent avec nous. Moi je dis tout le temps qu'il est là Bastien. Non, je parle pas ça, je parle de grand plaisir. Jordan était au standard et puis nous avions 2 jeunes gens qui sont tombés amoureux de la régie radio et de l'émission. Il s'agit de Quentin et de Chloé, mes petites neveux ce que j'ai emmené, c'est les vacances. Voilà. On vous souhaite à vous les voyez. Fait travailler des enfants, une bonne journée, un bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Tout de suite, c'est Invino et je crois même qu'il va être question d'une application pour les amoureux du vin. Restez à l'écoute.